très bavard aujourd'hui. Ouais, pas très bavard. Il avait plus de questions à poser la dernière fois. Du coup, on fait un peu un Avengers. T'as vu le film? On peut spoiler maintenant. Tu crois? Ok. Il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu encore. Hein. Ouais, peut-être. Ça reste récent quand même, faut faire Ça attention. me fait un peu cet effet-là là, aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on retourne dans le passé pour chercher les infos qu'on voulait. Alors, on va expliquer un petit peu pourquoi il y a un mannequin à côté de nous qui s'appelle Raph. À la base, on était là il y a une semaine. C'était il y a une semaine. C'est ça. Yes. Et on a fait ce podcast. Exactement. Et on a fait ce podcast et on était 3. Donc il y avait moi, il y avait Raph et il y avait notre invité du jour. Et malheureusement, la prise de son n'a pas été optimum. On a eu un petit problème avec les micros. Et du coup, on est obligé de faire un redo. On est obligé de refaire ce podcast. Et du coup, nous revoilà. Et Raph ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc on l'a remplacé par un mannequin rouge. C'est ceux qui prennent des coups de latte normalement à l'entraînement de karaté. Et pourquoi je parle de l'entraînement de karaté? Parce qu'on est avec Mathias Ricard, qui est préparateur physique de sportifs de haut niveau français en karaté, en judo. Et tu as été également préparateur en boxe. Exactement. Mathias, merci d'être avec nous sur l'Atelier Fit. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Donc je m'appelle Mathias Ricard. Comme tu l'as dit, je travaille maintenant dans la préparation physique depuis plus d'une dizaine d'années. Là, donc, j'ai le plaisir de vous accueillir au sein du CREPS Île-de-France, donc, dans lequel a lieu l'entraînement des karatékas, donc ici le pôle olympique. D'ailleurs, il y avait une séance ce matin, donc juste avant de vous accueillir. Je travaille également avec l'équipe de France de judo masculine, donc depuis maintenant 2017. Et lors de l'Olympiade précédente, j'étais en charge de la préparation physique au sein du pôle boxe à l'INSEP, donc qui a mené l'équipe jusqu'aux Jeux de Rio en 2016. Donc voilà. D'accord, donc un bon petit cursus pro. Actuellement, on est au CREPS de Châtenay-Malabry. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans cet endroit? En fait, le pôle s'est restructuré et a étoffé un petit peu son staff suite à l'annonce de l'entrée du karaté aux Jeux de Tokyo en 2020, donc, qui sera une première et puis en tout cas à l'heure où on parle pour l'instant une dernière, puisqu'on a appris que le karaté sortirait du programme pour Paris 2024 malheureusement, donc on espère que les choses évolueront encore. Si les résultats sont très positifs et si l'équipe brille à Tokyo, on peut espérer peut-être un changement par rapport à cette décision. Mais voilà, le pôle s'est restructuré pour étoffer son staff parce que voilà, la contrainte des Jeux a fait que le directeur de l'équipe de France a souhaité multiplier les compétences au sein de l'équipe. Et donc en fait le staff s'est étoffé avec 2 préparateurs physiques, donc nous sommes 2 sur la structure. Ils ont voulu en fait associer, et c'est une idée très intéressante en fait, 2 préparateurs physiques avec des parcours différents. Un préparateur physique qui est spé karaté, qui vient de là et qui a eu une carrière dans le karaté de haut niveau, mon collègue Mathieu Kossou, et moi-même du coup qui n'est pas spé karaté mais qui vient des sports de combat, qui connaît la problématique des sports à catégorie de poids, la problématique des sports justement avec une contrainte de la gestion du poids au quotidien pour justement faire de cette association une combinaison gagnante dans l'optique de préparer les karatékas au mieux pour l'échéance olympique, déjà la course olympique parce que la qualification est extrêmement complexe et pour briller à Tokyo dans un an maintenant. Yes. Alors comment on arrive à cet univers du karaté? Et je sais que tu as commencé par la boxe. Toi, tu es en tant que préparateur physique, tu veux dire? féru judo, ouais, moi, je suis judoka en pratiquant. Ouais, exactement. Et dans ta carrière de prépa, tu as commencé par la boxe finalement au haut niveau? Alors, j'ai démarré en fait directement après le BE2, donc le brevet d'état 2e degré judo, parce qu'à la base, je suis professeur de judo et c'est une activité que je garde encore actuellement, évidemment avec un volume bien plus bas que ce que je faisais à mes débuts, mais c'est une activité que j'ai souhaité garder d'abord parce qu'elle me plaît, donc j'enseigne toujours le judo aux jeunes et aux adultes en club. À un niveau plus modeste, mais en club, en tout cas pas au niveau. Et justement, cette expérience-là, parce que j'ai travaillé 12 à 15 ans d'abord en tant qu'entraîneur de judo avant de rejoindre la préparation physique. Et cette expérience-là d'entraîneur, elle m'a servi, elle me sert toujours parce que le fait de savoir se comporter dans un groupe, dans un staff, le fait de créer un climat de motivation pour pousser vers la perf,
je le dois certainement à cette expérience de prof de judo et d'entraîneur d'abord. Mais au moment de ma formation pour le brevet d'état deuxième degré, donc le DES-GEPS maintenant, j'ai rencontré Fred Roalen qui était un des intervenants, et Fred qui s'occupe actuellement de l'équipe féminine de judo, qui s'est occupé de la préparation par exemple de Jean-Marc Mormec pendant un certain temps. Et en fait, voilà, il m'a transmis cette passion-là, ce virus-là de la préparation physique. Et tout de suite après, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir le suivre sur des clubs première division en judo. Donc déjà une approche du haut, voire du très haut niveau, en club, avec les clubs de Sucy Judo, de Sainte-Geneviève, qui sont des clubs qui ont été titrés en championnat de France par équipe, ou sur des coupes d'Europe de clubs par exemple, ou qui ont déjà eu beaucoup de médailles sur des championnats de France élite. Je suis rentré ensuite sur le club féminin de Champigny, dans le 94, donc, dans lequel on peut retrouver des athlètes comme Clarisse Agbenenou, qui est triple championne du monde, ou Amandine Bouchard, ou Émilie Andéol, qui a arrêté maintenant sa carrière, mais qui était présente jusqu'à l'Olympiade dernière, où elle termine championne olympique. Donc voilà, déjà une première approche du très haut niveau, mais avec une problématique de club. Et par la suite, j'ai eu l'opportunité de rentrer à l'INSEP, auprès de l'équipe de France de boxe. Ça s'est fait en janvier 2014. Et même chose, voilà, ils se restructuraient, ils cherchaient à avoir un préparateur physique qui est l'ADN des sports de combat. Et j'ai eu la chance de rentrer dans ce staff-là et voilà, d'avoir une première expérience déjà voilà, au sein des seins du sport français, donc l'INSEP, et d'avoir cette première expérience olympique également, puisque voilà, l'équipe a pu briller en 2016 à Rio, avec le résultat qu'on connaît, 6 médailles pour 10 athlètes sélectionnés, donc un résultat extraordinaire. Alors évidemment, c'était un bon amalgame entre garçons, filles, athlètes expérimentés, athlètes plus jeunes, athlètes déjà semi-pro et athlètes amateurs, mais l'amalgame s'est fait, la mayonnaise a bien pris et du coup les résultats ont été au rendez-vous. La boxe française a brillé à ce moment-là, et de cette expérience-là, derrière, l'INSEP m'a contacté justement pour la préparation physique du judo. Et quand c'est ta discipline qui te contacte, évidemment, c'était quelque chose d'impossible à refuser pour moi, qui pratique le judo depuis que j'ai 8 ans, donc 30 ans maintenant, ça passe vite. Donc voilà, c'était difficile de refuser ça, et le challenge me plaisait, l'équipe me plaît. Donc voilà, on va chercher à travailler dur pour les échéances à venir, 2020 et éventuellement 2024 après, évidemment. D'accord. Au CREPS, tu t'occupes du karaté? Oui. Comment ça se passe une préparation physique de karaté? Alors d'abord sur le fonctionnement qu'on a, au pôle, puisqu'on travaille en binôme du coup, il y a 3 créneaux physiques donc dédiés à la préparation physique par semaine. On a donc en début de semaine la préparation plutôt axée en salle de musculation, donc renforcement musculation, tous les lundis matins. Le mardi est dédié au travail cardiovasculaire, donc voilà, le développement des filières en fonction des échéances évidemment que le staff nous fixe, mais on en reparlera certainement. En termes de planification, on se rend compte que toutes les compétitions ont de l'importance parce qu'elles permettent de glaner des points, qui permettent de se classer à la ranking list et donc de se positionner en tant que leader de sa catégorie et donc de se positionner quant à une qualification possible au jeu. Donc le mardi est dédié au travail cardio et le mercredi, c'est une séance transversale qu'on garde sur toute la saison et qui est dédiée aux qualités de vitesse, de pliométrie, d'explosivité et le plus possible intégrée au karaté, parce que voilà, c'est une des qualités essentielles dans cette discipline-là, qui est une discipline extrêmement explosive et où le temps de réaction est super important pour pouvoir déclencher avant l'adversaire ou alors déclencher sur le fait de contrer l'adversaire pour faire en sorte que les arbitres lèvent le drapeau et attribuent les points qui permettront de remporter le combat. Donc on a 3 créneaux dédiés au travail physique au karaté. D'accord. Et toi, tu interviens sur ces 3 créneaux complètement? Alors, comme nous sommes en binôme, non. On est sur un travail mixte en fait sur la séance de musculation. Donc c'est moi qui mets en place la séance de musculation, qui prépare les fiches pour les athlètes, et c'est mon collègue qui l'anime le lundi. On est là tous les deux sur la séance cardio du mardi, et c'est mon collègue qui anime la séance du mercredi sur les qualités de pliométrie, d'explosivité, parce que comme c'est un travail le plus intégré possible et qu'il est karatéka, évidemment, il a toute sa place pour pouvoir encadrer cette séance-là voilà, par rapport à ses qualités de karatéka. D'accord. À quoi ça ressemble une séance de préparation en salle de musculation pour un karatéka? Qu'est-ce que tu mets dedans, vu que c'est toi qui planifie? D'abord, la problématique, c'est que comme c'est une discipline à catégorie de poids,
évidemment, il faut qu'on puisse travailler et renforcer le corps des athlètes, mais en limitant au maximum le risque d'une prise de masse, puisqu'il faut que les athlètes restent dans leur catégorie pour rester performants. Donc on limite au maximum le risque d'hypertrophie musculaire. Donc les blocs d'endurance force sont relativement limités à des périodes de transition ou à des périodes de reprise ou de début de saison par exemple, justement pour faire en sorte d'étoffer un peu l'organisme et de s'assurer que la charpente soit solide pour déjà supporter l'augmentation des charges d'entraînement, parce que les saisons sont longues et les échéances de compète se multiplient, donc évidemment il faut faire en sorte que le corps tienne, parce qu'un bon athlète, c'est un athlète qui n'est pas blessé, qui peut travailler dans la continuité. Après ça, évidemment, on va essentiellement passer notre temps à développer les qualités de force maximales et les qualités liées à la puissance et à l'explosivité. Parce que comme je disais, la discipline, c'est vraiment une discipline d'explosivité. Donc, voilà, être capable de recruter un maximum d'unités motrices pour faire en sorte d'avoir la plus grande explosivité possible derrière, ça va être certainement la tâche la plus importante à laquelle on va s'attacher de travailler sur la saison. Tu as des mouvements que tu utilises particulièrement pour monter ces taux de force? Alors après, comme il n'y a qu'une séance par semaine, évidemment, on s'attache à ne pas forcément faire de fioritures. On est sur un travail parfois classique, mais qu'on peut quantifier facilement. Donc évidemment, les patterns principaux, on va retrouver les mouvements comme le développé couché, comme le tirage également, qu'on travaille plutôt dans un but d'équilibre entre agoniste-antagoniste pour limiter justement les déséquilibres musculaires, et un gros travail de jambes également, parce que voilà, entre les karatékas qui sont très ancrés dans le sol et qui vont déclencher vraiment d'un coup, ou les karatékas un peu plus aériens qui vont être sur la pointe de pied, qui vont sautiller en permanence, il y a un gros travail d'appui évidemment, et être capable d'exprimer le maximum de force dans un minimum de temps. Donc sur les jambes, on est sur un travail en général de squat ou de presse, éventuellement en fonction des morphologies et des profils des athlètes. Mais on va évidemment, à côté de ces trois mouvements principaux, ajouter tout le travail de bras et de ceinture scapulaire, parce qu'il faut faire en sorte que le corps soit solide et qu'il puisse déclencher justement à des grandes vitesses au niveau des bras. Et à côté de ça, on va également initier et introduire les mouvements haltérophiles pour justement travailler sur ces qualités de passer de 0 à 1 en 1/10 de seconde, et faire en sorte que quand l'athlète a décidé de déclencher, le mouvement soit le plus rapide possible. À côté de ça, on va aussi ajouter des mouvements un peu dits balistiques, de projection de charge, parce que justement on va habituer les athlètes à ne pas freiner à la fin de certains mouvements. On sait que quand on garde la barre par exemple dans les mains, ou quand on ne va pas jusqu'au saut par exemple en squat, il y a une phase de décélération à la fin du mouvement, et en fonction de la planification et de la période de travail, nous on cherche aussi à ce qu'il y ait une accélération tout au long du mouvement. Donc forcément on va parfois chercher à projeter la barre, on va parfois chercher à projeter des éléments qui sont moins techniques, mais on va dire des semi-techniques comme des power bags, des medicine balls, pour chercher à créer de l'accélération tout au long de la trajectoire de notre mouvement. Donc globalement, voilà les outils qu'on utilise le plus dans la salle de muscu. C'est un sujet qu'on avait abordé dans l'univers parallèle qui était le nôtre la semaine dernière, sur les mouvements d'explosivité, où on parlait justement de la nécessité ou pas d'apprendre des mouvements d'haltérophilie. Et c'est vrai qu'on avait parlé, je t'avais donné l'exemple de ce basketteur qui faisait avec ce qu'il avait, c'est-à-dire qu'il prenait des mouvements qui déclenchaient le plus d'intention, comme des semi-mouvements d'haltérophilie, avec juste le tirage de la barre en départ de genou, avec un tirage haut, et les mecs lâchaient la barre, parce qu'il expliquait que quand ils faisaient des cleans, la nécessité de vouloir aller haut était freinée par la nécessité de devoir passer en dessous, et qu'il fallait être vraiment master, et être un maître dans son art quelque part en clean pour pouvoir bénéficier de toute l'explosivité, et que ça prenait beaucoup trop de temps par rapport à lui, ce qu'il avait à faire sur la saison. Et d'où ton explication la dernière fois sur le lancer de power bag, des choses un petit peu plus simples à comprendre, et pas de décélération. C'est ça. Au niveau de la force, tu disais avoir des mouvements principaux sur le bas du corps. Qu'est-ce que tu utilises le plus, et est-ce que tu fais une variation entre justement ces athlètes karatéka qui sont plutôt dans l'attaque sur la pointe de pied, et ceux que tu expliquais qui sont plus sur la défense et prêts à contrer? C'est même pas spécialement sur la défense, c'est que vraiment ils ont une motricité où ils sont ancrés dans le sol, et ils attendent
justement la faille ils sont capables d'attendre avec les pieds ancrés pour pouvoir déclencher au moment où ils le désirent, et d'autres sont beaucoup plus aériens. Donc justement, cette idée-là, c'est de les laisser dans leur motricité. On ne fait pas forcément de distinction sur la séance musculation, parce que comme il n'y en a qu'une par semaine, il est plus difficile d'aller chercher parfois certains profils, parce qu'on a une certaine quantité de travail qu'on souhaite développer justement par rapport à ça. Mais par contre, sur la séance orientée vitesse, pliométrie et coordination, là justement les modalités de déplacement, qu'on travaille avec des miniers, du step, de la corde à sauter, des échelles de rythme, tout ce qu'on veut pour développer la plio, par rapport à ça, on va justement faire en sorte que la motricité des athlètes soit la plus respectée possible. Quoi qu'il arrive, l'idée c'est de ne pas les changer de motricité, parce que ce sont déjà des athlètes de haut niveau, ils ont déjà réussi à performer comme ça, donc on va chercher plutôt à optimiser leur profil, plutôt que évidemment de changer leur profil ou d'aller uniquement vers les points faibles qu'ils pourraient avoir. On va plutôt chercher sur ces périodes comme ça de qualif olympique à renforcer surtout leurs points forts, même si de temps en temps, sur l'année, si on a des périodes où on peut repiquer un peu certains points faibles pour essayer de les gommer progressivement, ou en tout cas de gagner un petit peu dessus, ça sera toujours intéressant, même d'un point de vue mental, parce que l'athlète sent que ses points forts sont renforcés d'un côté. À côté de ça, on travaille sur certains points faibles et il y a une amélioration quantifiable et qu'on va pouvoir lui montrer. Ce qui fait que, selon moi, ça va aussi impacter sur sa confiance en lui, et ça va lui permettre d'exprimer son potentiel au maximum quand il se présente sur le tapis. D'accord. Et tu disais que les karatékas développaient donc certaines attitudes et qu'ils compensaient forcément. Tout sport est spécifique, donc on utilise plus certains muscles que d'autres, certaines postures plus que d'autres. Tu disais que tu utilisais aussi ta préparation en amont pour permettre au corps d'être un petit peu plus équilibré dans l'objectif de prévenir les blessures. Alors ça, c'est sur les périodes de reprise en entraînement, ou alors les périodes même off en compétition. Par exemple, là, on est en train de terminer de préparer les programmations estivales, puisque la prochaine compétition aura lieu au mois de septembre, mais là, du coup, il y a une partie off. Donc sur cette partie off, on est vraiment sur un travail où on va chercher à rééquilibrer, à limiter les déséquilibres musculaires, parce qu'on sait qu'à la rentrée, la charge d'entraînement va augmenter évidemment d'un coup. Il faut que les organismes soient prêts. Donc on ne rentre pas encore dans le spécifique sur cette période. Même si on est sur de la prépa un petit peu plus générale, on sait qu'elle n'est pas là pour viser la perf en karaté, elle est là pour renforcer le corps et faire en sorte que quand, par contre, la charge va augmenter et quand on va rentrer dans du spécifique, et surtout dans du spécifique avec parfois un engagement en termes de puissance ou de vitesse élevé, voire maximal, évidemment, il faut faire en sorte que l'organisme tienne. Ce dont on avait pu parler la dernière fois, c'est que quand les athlètes justement déclenchent, évidemment, si ça touche la cible, il n'y a aucun problème, les points sont validés par l'arbitrage, mais il peut arriver aussi qu'on passe à côté de la cible, et donc là, on a envoyé le bras ou la canne à une vitesse max, et on passe à côté. Donc si le corps n'est pas prêt à subir ça, si le muscle n'est pas habitué et n'est pas prêt à subir ça, évidemment, c'est là où potentiellement le risque de blessure peut arriver. Et évidemment, c'est notre hantise. Le but pour nous, c'est de faire une saison sans blessure pour que l'athlète puisse se présenter sur chaque compète, qui vont être autant d'étapes par rapport à la qualif olympique. Donc, la qualif olympique, c'est à la fois un sprint et une course de fond. C'est-à-dire qu'à chaque compète, il faut être performant, mais en même temps, il faut être capable de le faire sur l'année pour aller chercher les quotas olympiques qui sont très, très resserrés, notamment en karaté. D'accord. Et justement, quand tu disais le moment où le pied ne touche pas la cible, ça peut faire clac l'ischio. Qu'est-ce que tu mets en préparation justement pour prévenir ce genre d'attitude liée à un étirement beaucoup trop brusque, à une vitesse beaucoup trop haute pour cet ischio-là? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que les préparateurs de plus petits clubs pourraient mettre en place dans les salles pour prévenir ça? Alors d'abord, il peut y avoir des tests de profilage qui sont mis en place sur des débuts de saison, sur des périodes de tests, puisque sur chaque saison, on a une ou plusieurs périodes de tests physiques. On peut éventuellement mettre en place des tests également de profilage physique, comme les tests FMS par exemple, qui permettent de voir les zones de stabilité, de mobilité, d'avoir un scoring qui permet de voir les faiblesses évidemment au niveau corporel, donc notamment chez nous les ischios. Au karaté, c'est principalement ce groupe musculaire là qui est le plus ciblé, parce que c'est celui qui est le plus à risque, on va dire, chez nous.
Mais ensuite, quand on fait ce travail physique, on va pouvoir être amené à avoir des routines de prévention tout au long de l'année qui peuvent mettre en place avant des séances de prépa, évidemment, musculation ou cardio, mais aussi avant ou après des séances de perso, donc des séances techniques. Uniquement avec leur entraîneur ou des séances d'opposition. Donc voilà, les exercices de pompage au niveau des ischios ou les exercices comme le Nordic hamstring pour préparer les ischios A. Voilà, on essaye de mettre en place ce type de routine pour que les athlètes échauffent spécifiquement leurs ischios avant les séances et les sollicitations spécifiques. De ne pas passer d'un état à froid à un état d'extension maximale sans préparation avant. Donc on fait ce travail de scoring et ce travail de profilage au départ. Et à côté de ça, on leur met en place des routines en accord avec le staff médical d'ailleurs et les kinés pour que les athlètes se prennent en main aussi, qu'il y ait une part d'autonomie aussi de leur côté et qu'ils puissent mettre en place eux aussi ces routines-là. Parce qu'à partir du moment où on leur expliquait le bien fondé de ça, ils savent que c'est dans leur intérêt de pouvoir faire ces 5 à 10 minutes de prévention à chaque séquence plutôt que de prendre le risque justement d'avoir une pratique plus à risque. Est-ce que dans cette prévention, est-ce que par exemple tu vas bosser sur un ischio, par exemple peut-être plus en excentrique ou en force sur du deadlift et après peut-être plus sur des retours de vitesse avec des kettlebells avec élastique, peut-être même des ISO réactions avec une barre qui est ici et que tu dois rapidement lâcher et récupérer pour tendre et retendre l'ischio. Est-ce que vous avez certains paramètres comme ça que vous voulez travailler avec certains athlètes qui ont déjà eu des blessures? En fait, par exemple, ce type de contraste-là, c'est quelque chose qu'on fait sur les séances justement d'explosivité où on va avoir, quand on fait un travail de méthode bulgare en lourd léger, on va avoir un exercice comme tu pouvais le décrire ici, plutôt en force ou plutôt avec des régimes de contraction variés, donc ISO et excentrique notamment. Et derrière, on va introduire un mouvement plus balistique. Alors, on peut très bien travailler avec élastique pour faire en sorte d'avoir une fréquence de jambes élevée ou ce genre d'exercice-là, ou alors faire en sorte qu'il y ait un transfert spécifique avec l'entraîneur derrière. Donc l'idée de varier les régimes de contraction, on est sûr après d'avoir sollicité notamment l'ischio comme il le fallait pour qu'il soit prêt à réagir à. Le sport de haut niveau, pour moi, c'est être capable de s'adapter face à de l'incertitude. Ouais. On peut se préparer, mais comme on n'est pas dans un couloir d'athlée avec une habileté fermée, comme on est face à un adversaire et qu'il peut tout se passer, notre rôle à nous, pour moi, c'est d'être capable de faire en sorte que l'athlète ait toutes les ressources possibles pour s'adapter à l'imprévu. Donc justement, comme tu le dis, j'attache beaucoup d'importance à ce qu'il y ait de la variété dans les sollicitations, dans les régimes de contraction et dans les vitesses demandées, en plaçant des accéléromètres parfois sur les barres ou en demandant un travail, comme on disait tout à l'heure, de projection d'objets ou alors balistique ou alors retenu par un élastique ou alors par contraste, pour faire en sorte que l'athlète ait toute la capacité à s'adapter face à ce qui pourrait se produire sur un tapis. Parce qu'en plus, quand il sait qu'il est prêt à ça, là encore, ça impacte aussi sa confiance en lui et il sait que quoi qu'il se passe sur le tapis après, il est prêt. Et à partir de là, comme le mental, pour moi, c'est un peu la bougie d'allumage. Quand un athlète se présente sur le tapis confiant et prêt, on n'a pas tout à fait le même rendu que quand il se présente avec le moindre doute. Ouais, on n'a même plus tout à fait le même athlète en face de nous. Exactement. Ouais. Et concernant ces capacités de réaction, il me semble que tu avais mentionné des exercices de réaction que tu faisais faire en fréquence et à l'échelle. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces exercices? Après, il y a énormément de choses, mais c'est vrai qu'en karaté notamment, on cherche à développer la fréquence. Parce que justement, en termes d'appui, en termes de fréquence d'attaque, les combats durent 3 minutes. Donc évidemment, il faut être capable d'être présent face à l'adversaire et de déclencher au bon moment et d'avoir une capacité à répéter les actions intenses également. Donc ce travail-là de fréquence, on va le développer sur des séquences de vitesse notamment. On parlait d'échelle la dernière fois, donc le fait de travailler avec des motricités différentes et d'associer une tâche sur le haut du corps et une tâche sur le bas du corps, ce qui va créer aussi des automatismes. Donc, ce serait de la dissociation du coup? Exactement, parce que l'idée c'est que l'athlète porte son attention sur un point, qui peut être un point fixe, et à côté de ça, être capable d'avoir une motricité automatisée en bas. Et par contre, quand il a le stimulus visuel ou un autre type de stimulus qu'on va pouvoir lui envoyer, être capable de déclencher à ce moment-là. Parce que comme on le disait, le karaté, c'est passer de 0 à 100 en un dixième. En tout cas, c'est être capable de le faire pour justement attaquer sur l'attaque adverse ou contrer ou alors déclencher seul sans que l'adversaire ait pu organiser sa défense. Donc, un des exercices par exemple qu'on peut mettre en place et qui est intéressant sur
le fait de déclencher sur le signal de réaction, c'est voilà, avec une échelle de rythme que les athlètes traversent sur la longueur, sur une motricité spécifique de garde en karaté. Et à côté de ça, un entraîneur qui peut être un petit peu plus en hauteur, donc sur un escabeau, un banc, une chaise, peu importe, mais qui tient un volant de badminton. Et à partir du moment où l'entraîneur lâche le volant de badminton, l'athlète doit déclencher, doit le toucher avant que le volant de bad soit tombé au sol. Donc là, on a de la motricité en bas, on travaille sur de la fréquence, parfois même sur de la résistance, parce que si la séquence se prolonge un peu, on essaye de garder de la qualité et de la fraîcheur en bas. Mais par contre, voilà, quand le signal est donné par le volant qui est lâché, il faut pouvoir déclencher derrière. Et ça, c'est intéressant parce que ça travaille à la fois les qualités de vivacité, mais en même temps, ça travaille aussi l'attention et la concentration. Et pendant les combats de 3 minutes, la concentration, c'est difficilement quantifiable pour nous et c'est pas forcément un aspect qu'on cherche à quantifier sur la prépa physique. Ouais. Mais le coût attentionnel sur un combat de karaté, il doit être énorme. Le fait de sentir la petite faille et le moment où il faut déclencher, et quand on a décidé d'y aller à 100%, c'est certainement très très coûteux. On n'avait pas évoqué ça la dernière fois et c'est Olivier qui nous en avait parlé, Olivier Bollier, quand il parlait du patinage artistique et qui parlait de l'entraînement, par exemple, de résistance sur les jambes. Il disait, tout l'objectif était de réussir à faire une performance qui soit en plus esthétique. Donc là, le problème était différent. C'était pas la même capacité attentionnelle, mais c'était la capacité aussi à représenter quelque chose. Donc l'effort était simple et on sourit. Tu vois, comme les meilleurs performeurs d'accordéon le dimanche après-midi chez Yves Turner. Je connais beaucoup. T'as jamais remarqué que les joueurs d'accordéon ont toujours le sourire? C'est vrai. Et je pense qu'aussi c'est une capacité. Mais bon, pour revenir à nos moutons, Olivier disait que il obligeait certaines de ses athlètes à faire la séance de squat avec le sourire ou juste après de sourire. Et en effet, les barres n'avaient pas. Tu peux pas charger autant les barres dans cette attitude-là. Ce qui est normal parce que tout ce que tu vas faire ici, c'est lié à ton nerf vague et à ta capacité à influencer ton système nerveux. Donc, on peut pas. Voilà. La physiologie impacte trop sur les facteurs nerveux. Donc, ce que je représente. Ouais. Je t'avoue qu'on a eu une problématique un tout petit peu différente. Alors évidemment, on est dans un sport qui a aussi qui a un critère de notation sur l'esthétique aussi, et là, un sport de position. Ce que je disais, sur la capacité attentionnelle, c'est vrai qu'on c'est des facteurs qu'on ne prend pas en compte. Mais c'est vrai que le jour où le mec doit toujours observer, et c'est maintenant, on ne se rend pas compte à quel point ça doit pomper de l'énergie. C'est sûr. Et puis, ça sera d'autant plus le cas que le niveau de compétition va être élevé. Comme le but ultime pour nous, c'est les Jeux, et que ce sera la première fois que les athlètes y seront confrontés, il faut faire en sorte que physiquement, ils soient confiants dans leur capacité à exploiter leurs ressources et leurs 100% de leurs ressources physiques à ce moment-là, parce que le coût mental d'un événement comme celui-ci qu'ils vont en plus découvrir, il faudra évidemment être solide et être à 100% sur tous les aspects, et physique, mais aussi mental, parce que évidemment, quand on découvre un peu ça, ça va être tout nouveau, tout beau aussi, ça peut vite bouffer un peu d'énergie, il faudra savoir se concentrer, se mettre dans sa bulle pour voilà, lâcher les chevaux au moment où il le faudra, ni trop avant et ni après, parce qu'après ce sera trop tard évidemment. D'accord. On va switcher un petit peu sur le judo, qui est quand même ton sport de prédilection. Alors, comment ça se passe du coup, l'entraînement du judo? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous avez 3 entraînements semaine? Comment se passe une prépa judo? Alors là, c'est un petit peu différent. La moyenne est à 3 sessions physiques également. Et de la même manière qu'au karaté, je considère que les sessions physiques sont au service du spécifique. Donc, à moi d'adapter mes thèmes et mon volume et mon intensité de travail par rapport à ce que les entraîneurs vont leur demander aussi sur le tapis. Ça, c'est un point important. La moyenne du nombre de créneaux par semaine au judo, donc là, c'est à l'INSEP avec les judokas, c'est aussi 3, mais ça peut être modulé en fonction des périodes. C'est-à-dire que si on est sur une période où le staff a décidé d'impacter un petit peu plus physiquement, on peut aller jusqu'à 4 ou 5 fois par semaine sur des créneaux physiques à l'INSEP. Et si on est sur une période où au contraire, là on est plutôt sur vraiment un net affûtage, on peut être à 2 prépas qui vont être là simplement pour rester actifs, pour garder l'influx et faire du jus progressivement avant les grosses échéances. Donc voilà, on est quand même sur une moyenne aussi de 3 prépas par semaine. Quelles sont les capacités que tu veux absolument développer avec eux? Alors, avec les judokas, évidemment, c'est pareil, ça dépend des catégories. Et là, les différences entre catégories sont encore plus marquées qu'au karaté, pour moi, sur l'aspect physique. Okay. C'est lié au fait que l'interaction entre les deux combattants, c'est le tissu, c'est la garde. Donc, il y a une notion musculaire
et de tension musculaire encore plus importante qu'au karaté. Donc, en fonction des catégories, chez les catégories plus légères, on va évidemment jouer encore plus sur les qualités de puissance-vitesse ou d'explosivité, et sur ces qualités-là, mais également vers un versant endurance, parce que le combat dure 4 minutes, mais il peut aussi durer quasi indéfiniment, parce qu'en cas d'égalité à la fin des 4 minutes, contrairement au karaté où le combat durera 3 minutes quoi qu'il arrive, en judo il dure 4 minutes et possiblement derrière on part sur un golden score qui n'a pas de limite de temps. Et on a déjà vu des combats aller jusqu'à 11, 13 minutes. Récemment, je crois, à un niveau interrégional, il y a eu un 20 minutes. Donc là encore, c'est pareil, il faut être capable de répondre à la demande. Et quoi qu'il arrive, même si on est impacté derrière, ce qui comptera, ça sera évidemment que l'arbitre tende le bras vers nous pour indiquer qu'on a gagné le combat. Bon, on sait que quand on fait un combat de 20 minutes ou 13 minutes, si la suite de la compétition, voilà, la suite de la compète va s'avérer difficile quand même, parce qu'on aura évidemment tapé dans nos réserves largement, et par rapport au futur adversaire qui lui peut-être n'aura fait que 4 minutes, ça sera compliqué de pouvoir tenir le rythme. Mais voilà, là les différences entre catégories sont plus marquées d'un point de vue notamment musculaire, parce qu'évidemment les catégories lourdes ont besoin d'avoir des niveaux de force max les plus importants possibles, les légers des qualités de puissance vitesse et d'explos les plus importantes possibles, mais justement le fait d'avoir cette saisie, ce qu'on appelle le kumikata, donc la saisie installée entre les deux, fait que le judoka a encore plus besoin pour moi d'avoir confiance dans ses qualités en termes musculaires. Il doit sentir qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est explosif aussi, parce que c'est par cette saisie-là qu'il va pouvoir créer le déplacement chez l'autre, déséquilibrer et attaquer. Et donc il a besoin de se sentir très très fort dans tout ce que ça comporte comme composante de force. Et donc le travail musculaire est encore un peu plus important pour moi qu'au karaté. Par contre, les qualités évidemment cardio sont très importantes des deux côtés, et en judo, vu les temps de combat et vu la répétition du nombre de combats dans une journée, parce que le karaté et le judo, c'est tous les combats dans une même journée, à la différence près que le karaté, lui, fait tous les éliminatoires sur une journée, et la médaille de bronze ou la finale ont lieu sur une journée à part. Donc ce qui rend la chose un peu particulière, parce qu'il faut être prêt 2 fois. En judo, c'est différent. Tous les combats, du premier tour jusqu'à la finale possible, ont lieu sur une même journée. Donc évidemment, la répétition des combats et des séquences fait que la filière aérobie est très importante. Donc outre l'aspect musculaire, on attache beaucoup d'importance également à développer la puissance maximale aérobie des athlètes. Et à côté de ça, il faut faire en sorte que l'athlète soit capable d'avoir une très bonne capacité lactique aussi, parce que dès que l'intensité se prolonge, ou dès que les séquences ont tendance à se prolonger, entre la lutte pour la garde, créer le déplacement chez l'autre alors qu'il s'y oppose, et parfois même enchaîner au sol sur des grosses séquences où on peut être sur des isométries importantes, parce qu'on serre avec les jambes, on serre sur le haut pour essayer de verrouiller, d'immobiliser, ou de faire une clé de bras, ou d'étrangler l'adversaire. Évidemment, la capacité lactique est à développer aussi. Le distinguo que je ferai entre les deux disciplines, c'est que j'attache un petit peu moins d'importance à développer la vitesse chez les judokas, parce que de toute façon, cette vitesse-là, elle s'exprime très souvent sur un fond de fatigue quand même. Il faut être capable d'avoir fait fléchir physiquement l'adversaire avant de pouvoir porter des actions en général de grande vitesse. Donc c'est souvent une vitesse exprimée sur un fond de fatigue, alors qu'au karaté, c'est différent. Il faut pouvoir exprimer cette vitesse sur un grand fond de fraîcheur et après sur de la réitération aussi. Donc globalement, voilà ce sur quoi on développe le plus la prépa physique au judo. Tu parlais de faire se sentir fort l'athlète en salle de prépa. Si tu devais choisir 4 mouvements que tu utiliserais justement pour suivre tes athlètes et augmenter leur max là-dessus et leur faire se sentir fort, seraient lesquels? Alors, juste avant de répondre à ta question, en fait, il faut savoir d'abord que quand je suis rentré, c'était déjà un groupe pour certains athlètes, un groupe qui a plus de 30 ans, pour 2 ou 3 d'entre eux. Après, il y a quelques très jeunes aussi, mais du coup, quand moi je suis rentré sur ce poste-là de prépa physique de l'équipe de France de judo, le but évidemment quand tu rentres en poste, c'est déjà de voir la manière dont ils pouvaient travailler et voir comment on pourrait optimiser ça. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu arriver et absolument tout changer. Je me suis appuyé sur ce que j'ai fait et j'ai proposé une certaine méthodologie et rigueur de travail pour faire en sorte que les choses soient optimisées. Donc globalement, là encore, il y a des mouvements évidemment très classiques, mais ils sont classiques, mais par contre, ils sont importants parce qu'on se rend compte que quand l'athlète, par exemple, à 3 semaines de sa compétition, à 2 semaines de sa compétition, ou même dans l'affûtage, si on travaille en force max ou en méthode de contraste de charge aussi, quand l'athlète en question, on le connaît, parce qu'à force de le connaître, évidemment, on sait comment il fonctionne et qu'on sait que
s'il claque son maxi ou s'il égale son maxi sur tel ou tel appareil juste avant de faire sa compète, on sait que ça va impacter là aussi sa confiance en lui. Il y a certains ateliers qu'on va garder même si on aurait peut-être envie de changer ou de varier. Mais voilà, globalement, le développé couché, le tirage planche ou les exercices de jambes ou de renfort aussi de la chaîne d'extenseur, donc le soulevé de terre, le travail de squat vont être super importants. Mais après, il y a aussi des exercices qui vont être importants sur la résistance au niveau des bras. Et notamment, je parlais de cette relation entre les deux combattants, donc ce qu'on appelle le grip, le kumikata, la garde. On va évidemment aussi s'attacher à développer cette force de grip ou cette résistance sur le grip pour que l'athlète ne lâche jamais les mains, parce que quand on a les mains posées et que l'adversaire est incapable de faire lâcher, déjà ça l'impacte lui, parce qu'il sent que ça va être compliqué les 4 minutes, et ça impacte notre athlète aussi, parce qu'il sent que il pèse, il est oppressant. Dès qu'il met les mains sur l'autre, l'autre commence à chuter physiquement, parce que ça pompe énormément de jus de subir une garde ou de chercher à faire lâcher. Donc on va aussi énormément travailler ce type d'exercice de renfort du grip. D'accord. Donc ce que tu nous expliquais, c'est qu'en fait, peu importe toi ce que tu verrais être le meilleur quelque part pour tes athlètes dans toutes tes connaissances de préparation physique, la dimension mentale du arriver et ne pas tout détruire est tellement importante dans la confiance de l'athlète que parfois il vaut mieux rester sur certains exercices en accord avec lui, ne pas tout détruire et construire une relation et une construction physique intéressante qui lui permet parfois d'avoir le petit plus quand tu arrives à passer des paliers. Tu nous parlais de l'exemple d'un des judokas qui a passé ses paliers très récemment, par exemple sur du développé couché. Et je t'avais posé la question, je te dis mais c'est marrant parce que le développé couché c'est allongé, à quel moment on va finalement devoir combattre et repousser, mais si finalement même au sol on pourrait l'utiliser, même si l'outil n'est pas totalement le corps mais plus le haut du corps. Et tu me disais mais au moment où le mec pensait avoir atteint un palier et qu'à quelques jours d'une compète ou à quelques semaines d'une compète, il passe un cap à nouveau, même en salle de musculation, l'impact est énorme dans sa confiance. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus? C'était très intéressant. L'impact est énorme et il n'est pas négligé, mais justement le fait de s'appuyer sur des outils que les athlètes connaissent, parfois sur lesquels ils pensent avoir atteint leur plafond, leur qualité maximale, en fait tu te rends compte que même sur ces ateliers-là, les deux critères principaux pour moi sont la constance et la progressivité. Donc si on joue sur ces deux facteurs-là en planifiant correctement les choses, en leur présentant leur planification aussi, parce que quand tu les rends acteurs de leur prépa, quand ils ne subissent pas la prépa mais qu'ils comprennent pourquoi tu fais les choses, à quel moment tu vas les faire, à quel moment tu vas générer de la fatigue, à quel moment tu vas faire en sorte de mettre de la fraîcheur, quand la prépa a du sens pour eux, déjà l'engagement n'est plus tout à fait le même que quand ils entre guillemets subissent la prépa ou qu'ils la font sans la comprendre. Avec les années, je me suis rendu compte que le fait d'avoir du sens dans ce que tu fais, même si ça joue sur 5% de plus, si ça améliore ta séance de 5%, on pourrait se dire 5%, c'est pas si énorme que ça, mais sur du très haut niveau, c'est comme en Formule 1, 5% de réglage sur ta voiture plus optimisée, ça peut faire une différence à la fin et ça va la faire de toute façon. Donc j'avais l'exemple, justement, on en avait parlé la dernière fois, un athlète qui, pareil, a plus de 30 ans, sur du développé couché, quand on a commencé à travailler ensemble, je suis parti de ses valeurs précédentes et en 6 mois, il a développé son 1RM au coucher qui est passé de 140 à 160 kg et il ne pensait pas, en fait, ça l'a surpris. Donc déjà, ça a créé une sorte de relation de confiance parce que ce n'est pas le seul item qu'il a pu développer, qu'il a pu améliorer, mais du coup, il ne pensait pas qu'il aurait cette marge de progression sur cet atelier-là qui est très classique et que tous les judokas connaissent et pratiquent à longueur de saison sportive. Et ça, c'est un exemple qui m'a marqué parce que dès qu'on prend un athlète, ce qui m'intéresse, c'est de l'évaluer quand je ne le connais pas, de l'évaluer. Et ma mission pour moi, c'est de l'amener d'un point A à un point B. Après, je les compare très rarement entre eux parce que je ne vois pas l'intérêt. Ils ont chacun leurs caractéristiques propres. Donc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de leur montrer leur évolution par rapport à eux-mêmes au début de notre collaboration. Donc, de voir d'où on est parti et de développer chaque item le plus loin possible parce que, comme je le disais, mon but, et c'est comme ça que je le vois, c'est de faire en sorte qu'ils aient le maximum de ressources physiques pour répondre aux sollicitations parce qu'en fonction de l'adversaire, de son niveau de judoka déjà, de son niveau physique, il ne va pas forcément falloir mettre en place les mêmes ressources pour ça. Et on parlait la dernière fois, justement, quand je les évalue, j'aime bien utiliser des choses assez visuelles. Donc je mets en place les items les plus importants pour moi, force de poussée, force de tirage, force de jambe, PMA, capacité lactique, force de grippe,
peu importe après le nombre d'items que chacun va choisir, mais je mets en place voilà, une sorte de profil radar qui te montre un peu ton spectre physique. Ça parle aux amateurs de FIFA parce que quand tu vois ton profil de joueur, tu vois un peu cette tâche-là. Voilà. Quelle année le FIFA? Je savais. Oh, là, tu me poses une colle. FIFA, c'est pas trop mon. Mais je sais qu'il y a ces profils-là là-dessus. Quand FIFA avait encore le foot en salle. Voilà, exactement. Mais j'aime bien ce type de profil qui est très visuel. Et quand je montre à l'athlète son spectre, sa tâche physique au début et ensuite la manière dont elle s'est développée, je dis, bah voilà, par rapport à avant, tu as plus de ressources physiques dans telle et telle branche. Et bah, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est central pour moi, ça joue sur sa confiance en lui, parce qu'on peut se rendre compte qu'on peut développer le spectre physique d'un athlète, quel que soit son âge. Même quand on pense avoir atteint un plafond, quand on a 30 ans, parce qu'à 30 ans en judo, on commence à être un petit peu plus sur les années où on est à pleine maturité, et donc justement, on pense peut-être avoir atteint certaines limites en termes physiques. Bah, le fait de montrer que ce n'est pas le cas, et le fait d'avoir une construction, une planif progressive, quantifiée, qui fait que tu vas toujours solliciter de manière qualitative les qualités que tu recherches, bah, ça se développe, et comme ça se développe, bah, l'athlète est de plus en plus confiant, et sur un tapis de judo, sur un tapis de karaté, quand tu montes sur un ring de boxe face à un adversaire, si le curseur de la confiance n'est pas idéalement placé, il ne faut pas en avoir trop, il ne faut pas être présomptueux, mais s'il n'est pas idéalement placé, évidemment maintenant le niveau des sports de combat a tellement augmenté parce qu'il n'y a plus de petits pays, tous les petits pays peuvent sortir une ou deux individualités avec un niveau monstrueux. Ben, je pense que si on ne se présente pas physiquement à 100% et mentalement à 100%, la difficulté est beaucoup plus grande. D'accord. Au niveau des exercices globaux, squat complet ou pas complet? Squat complet. Oui, alors c'était différent quand j'étais en boxe par exemple. En boxe, on travaillait sur du squat, donc sur du quart de squat, parce que la mobilité aussi faisait que les athlètes ne descendaient pas en dessous. Donc quand je suis arrivé là, je suis resté sur leur mobilité et sur ce qu'ils faisaient aussi. Je m'appuie sur le même exemple. On aurait pu changer et faire du squat donc complet, mais je suis rentré à une période où la saison était déjà lancée. Il y avait déjà des échéances qui arrivaient, donc je me suis appuyé sur ce qu'ils faisaient avant et on a construit une planification comme ça. Donc avec eux, par exemple, je suis resté sur du quart de squat parce que ça correspondait à leur motricité à ce moment-là. Si j'avais travaillé avec un tout nouveau groupe ou alors sur un début de saison, peut-être que j'aurais changé de mon fusil d'épaule, mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas. En judo, quand on travaille sur du squat, je demande du squat complet. Éventuellement, on peut demander de la presse aussi. Ça dépend aussi des habitudes des athlètes, même si j'ai une préférence pour le squat, évidemment, par rapport au contrôle de la charge et au fait que ce soit une charge libre. Et donc, voilà, on sait qu'en judo, le but d'un judoka, c'est de créer de la force parfois sur un déséquilibre. Donc le squat m'intéressait par rapport à ça. Mais il se peut qu'on utilise également le soulevé de terre ou la presse en fonction des habitudes aussi des athlètes. Parce que comme je l'ai dit, je ne souhaite pas tout révolutionner. Et quand un athlète me dit qu'il a eu l'habitude et qu'il a des références surtout, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les références de l'athlète. Quand un athlète me dit qu'il a des références physiques sur la presse, à ce moment-là, je peux être amené à travailler sur de la presse inclinée parce que je sais que notre but, ça va être de développer ces références-là et de les amener un petit peu plus loin pour que, là encore, ils prennent conscience que physiquement, il est au top avant telle ou telle échéance. Mais voilà, quand on travaille du squat en judo, je le travaille plutôt sur du squat à amplitude complète. Je pense que ça a aussi un impact sur la prévention des croisés. Il y a pas mal de croisés au judo. Oui, alors je touche du bois parce que pas pour l'instant, donc tant mieux. Après, en fait, la problématique... Et justement, on en parle. L'avantage de l'INSEP, c'est qu'il y a une cellule réathlétisation aussi avec laquelle on travaille énormément en collaboration. Donc, qui est dirigée par Anne-Laure Morigny à l'INSEP. Et en fait, on se rend compte que on se focalise parfois beaucoup sur le genou, mais il faut aussi faire un travail de pied et il faut aussi faire un travail de bassin, de fessier, parce que si l'étage supérieur est faible, si l'étage inférieur est faible, il y a énormément de chances que ce soit le genou parfois qui prenne. Alors évidemment, il y a l'aspect traumato et on peut faire toute la prévention qu'on veut. Si un adversaire s'assoit sur ton genou sur le côté, il y a peu de chances de t'en sortir, même si tu as fait tout ce qu'il fallait bien comme il faut en prophylaxie. Mais par contre, notre rôle aussi, c'est de mettre en place des routines qu'on a pu mettre en place avec les athlètes où on ne se focalise pas uniquement sur le genou, mais on se focalise sur un travail aussi de renforcement de l'arche du pied, sur un renforcement au niveau des fessiers pour faire en sorte que le genou soit aussi dans une stabilité et que les 3 étages soient renforcés. Donc on travaille sur ce type de routine-là et d'exercice-là, mais évidemment la rupture du croisé, c'est certainement la blessure la plus
impactantes pour un judoka parce que quand elle est subie, bah, évidemment, ça éloigne le judoka des tapis pendant de nombreux mois souvent. Donc ça impacte carrément toute une saison sportive, sans compter le fait qu'on ne sait jamais si on va revenir au niveau qu'on avait avant après une blessure de ce niveau-là. Il y en a qui sont parvenus. J'ai eu un judoka en club qui avait été blessé au croisé et qui a pu revenir à un très très haut niveau après. Mais évidemment, il n'y a pas cette garantie-là de revenir au niveau qu'on avait avant. Donc tout le but pour nous, c'est de prévenir ça, de faire en sorte que le risque soit le plus limité possible et tendre au maximum vers zéro, en sachant qu'atteindre zéro, c'est impossible, puisque ça reste un sport d'opposition où il peut y avoir à un moment donné une posture complètement inadaptée et donc être très à risque. Mais notre rôle, c'est que, en tout cas, l'athlète ne se blesse pas à l'entraînement parce que la charge d'entraînement augmente, par exemple. C'est drôle ce que tu dis. J'écoutais très récemment un gars qui s'appelle Corey Schlesinger, qui s'occupe des jeunes joueurs qui vont sûrement partir en NBA derrière à Stanford University. Et ce qu'il disait, il a des athlètes très jeunes, donc il parlait de micro-dosing, de comment incorporer l'exercice chez les lycéens. Et il disait, quand je regarde un athlète faire des squats, et donc il privilégie forcément un squat complet pour un développement général, et après il partira sur des spécifiques avec des basketteurs, l'angle en quart de squat par exemple, pour développer les démarrages de saut. Mais sur le squat complet, il disait, quand je vois un jeune athlète qui n'est pas capable de descendre en squat, donc je vais regarder ce qui se passe, donc je vais le mettre contre le mur, je vais vérifier si c'est la cheville, donc un problème de dorsiflexion, ou alors si c'est vraiment que les hanches. Donc dans ce cas-là, plutôt un problème de profondeur de squat lié aux hanches et à la musculature des fessiers et bas du dos, les deux étant connectés. Et ce qu'il disait, c'est que malgré tout, s'il se trouve face à ce problème-là et qu'un jeune ne peut pas gagner en dorsiflexion, il dit déjà, il va partir un peu chez le kiné, on va essayer de rattraper un petit peu ce problème-là au plus vite, puisque les joueurs sont jeunes. Mais il disait, quoi qu'il arrive, s'il ne peut pas descendre en squat complet à cause de ses chevilles, je travaillerai sur ses hanches. Parce qu'il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette personne puisse développer des aptitudes dans des mouvements que tout le monde devrait pouvoir faire, afin de développer une qualité motrice et justement un renforcement tout autour. Tu parlais du genou. Parce qu'il dit, si je m'attaque aux chevilles, mais que ce n'est pas possible, et que j'arrête de faire du squat parce que je peux pas le faire à cause des chevilles, le risque, c'est que maintenant j'ai des hanches faibles et devinez ce qui va péter en premier, c'est les genoux chez les basketteurs. Et c'était la même réflexion, c'était je regarde les tâches d'en dessous, je regarde les tâches du dessus, il va bien falloir que je me décide à faire quelque chose. Et je trouvais très marrant parce que ça rejoint exactement ce que tu dis, c'est que quoi qu'il arrive, il va vraiment falloir que tu préviennes ce qui peut arriver dans les années à venir. C'est ce qu'on dit, on est fort que par son maillon le plus faible. C'est toujours, tu peux renforcer énormément, mais ce sera toujours le maillon faible de la chaîne qui risque de lâcher en premier. Donc il faut faire attention à ce maillon-là, mais ce maillon-là, il est tenu d'un côté et de l'autre, donc il faut faire attention à ce qui tient ce maillon-là aussi. Donc voilà, il y a ce rôle-là justement de prévention qui est super important, et justement les charges d'entraînement à haut niveau sont telles. Les judokas ont cette habitude-là, mais la charge d'entraînement, par exemple, sur le pôle karaté a augmenté vraiment de manière importante quand le pôle olympique s'est constitué. Donc justement, il fallait être capable de mettre en place ce travail de prévention aussi et faire adhérer l'athlète à ce travail de prévention en lui faisant comprendre que voilà, un bon athlète, c'est justement un athlète qui ne se blesse pas, parce que travailler dans la continuité, ça va permettre de se présenter sur chaque compète, aller chercher les points et possiblement se qualifier sur la plus belle échéance qui soit. Donc justement, quand ils commencent à comprendre ça, ils peuvent s'astreindre à ce travail-là, mais ce travail-là, il n'est pas souvent évident, parce que je me rends compte avec la réathlétisation, il est souvent plus facile à mettre en place chez un athlète qui s'est déjà blessé par le passé, ou alors chez un athlète qui a un certain âge et une certaine maturité et qui sait qu'il récupère un petit peu moins bien que quand il avait 5 ou 10 ans de moins. Et voilà, on se rend compte de ça. C'est plus difficile pour un athlète qui ne s'est jamais blessé encore ou qui est jeune. C'est un petit peu plus dur à faire admettre, mais l'exemple venant de plus haut, évidemment, si les têtes d'affiche de ta discipline s'astreignent à ce travail-là, c'est un petit peu plus facile aussi de mettre ça en place pour tout un groupe. Tu as déjà parlé de tendinite du coude au développé couché chez des athlètes ou de problèmes de genoux à des jeunes de 22 ans? C'est compliqué. Ça n'arrive pas, ils ne savent même pas ce que c'est, ils n'ont pas encore eu la douleur. Bon, après, quelques années plus tard, la réalité les rattrape, mais c'est trop tard. C'est pour ça que justement sur l'INSEP, la réathlétisation, pendant un certain temps, c'était souvent, l'athlète s'est blessé, boum, il part en réathlé. Maintenant, ils ont de plus en plus cette approche
d'intervenir aussi auprès des pôles et de collaborer avec les entraîneurs ou les prépas, pour qu'au lieu d'attendre qu'un athlète soit blessé pour faire de la réathlétisation, il vaut mieux mettre en place des routines de prévention et faire le boulot même à petite dose quotidiennement, plutôt que d'attendre une blessure pour là avoir un énorme chantier devant toi. Après, je parle de prévention, mais on est bien d'accord que la meilleure prévention reste le fait d'avoir un athlète complet en salle de préparation physique. Je veux dire, la bonne réalisation du mouvement en soi, c'est déjà une bonne on parlait du squat complet, mais tu pourrais très bien choisir de faire du demi-squat. Mais globalement, quand un athlète fait bien ses devoirs, entre guillemets, c'est déjà une très bonne prévention, en plus d'une très bonne préparation. L'athlète le mieux préparé est celui qui n'a pas de pépins, quoi. Ça, c'est clair. Puis évidemment, après, quel que soit l'outil, parce que les mouvements de musculation, pour moi, ce sont uniquement des outils, et tu as une boîte à outils devant toi, et à toi de choisir ce que tu vas utiliser. Et évidemment, on pourrait utiliser de l'haltéro, du soulevé de terre, de la presse, du squat, du tirage et d'autres exercices. Mais à un moment donné, tu te dis par rapport à ce moment-là de ma saison, quel outil je vais utiliser, de quelle manière je vais le mettre en place, à quelle dose et à quelle charge, et évidemment la manière de le réaliser. Mais après, évidemment, le but, c'est d'avoir des critères de réalisation qui soient cohérents, qui soient convenables, et après voir ce que tu peux tolérer par rapport à ça, parce que évidemment, en judo par exemple, et c'est un petit peu pareil chez les lutteurs, quand ils font du développé couché, il y a une petite tendance parfois à ponter quand ils font du développé couché. Donc évidemment, c'est pas la même chose d'accepter ça chez un athlète qui a 15 ans d'expérience, qui a une charpente extrêmement solide et qui a qui a une habitude de ce type d'exercice-là. Ce sera pas la même chose si j'entraîne demain sur un pôle espoir par exemple. Évidemment, il y a des mouvements que je demanderais de réaliser d'une certaine manière et pas d'autres, parce que l'âge, l'expérience et la maturité de l'athlète en question fera que le cadre de mise en place et de mise en œuvre de l'exercice sera différent. Donc c'est à toi de voir où tu places ton curseur en fonction de l'endroit où tu travailles, des athlètes que tu as et de l'expérience qu'ils ont aussi. Parce que je sais très bien que si l'athlète en question ne fait pas de pont quand il fait le développé couché, ses perfs ne sont plus les mêmes, et que si tu enlèves 20 kg par rapport à ses perfs maximales, il va peut-être pas avoir la confiance dont on parlait tout à l'heure. S'il sait qu'il atteint ses valeurs ou qu'il tape ses valeurs max, je préfère qu'il le fasse avec le pont en le faisant correctement, parce que je sais que ça va impacter derrière son rendement sur le tapis. C'est vrai, c'est souvent pas qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est comment tu le fais. C'est ça. Ce que je disais avec les joueurs, je me souviens des espoirs que j'avais au stade, et t'es dit ça va le faire rire, mais tu vois un squat et pas que les jeunes joueurs, mais bon, les jeunes joueurs c'est plus flagrant parce qu'ils peuvent enchaîner des squats à plus de 100, 120 kg en commençant par les genoux, seulement par les genoux, jamais engager leur chaîne postérieure sur la descente, et tu leur dis, tu essaies de trouver des manières de le faire, et parfois c'est pas juste, je veux dire, la personne avec laquelle j'arrive pas à faire engager les fesses en arrière en même temps qu'il va commencer sa descente, et qui peut pas le faire parce qu'il a pas de chaîne post, c'est-à-dire aucune activité au niveau grand fessier et activation des obliques et des ischios, ok, il faut bosser là-dessus. Sa mécanique ne peut pas marcher parce que physiologiquement il peut pas. Mais ceux qui le font parce que juste ils en ont rien à faire, tu sais, des mecs qui passent leur temps sur des terrains à courir, à faire des sprints et des mêlées, ils ont une chaîne postérieure normalement qui leur permet de pousser les fesses en arrière lors de la descente en squat. Mais ils le font pas parce qu'ils sont plus à l'aise, et ils sont persuadés que parce qu'ils sont plus à l'aise, ça va, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui se passe 3-4 ans plus tard? Boum, allez hop, je commence à avoir des problèmes de tendons, problèmes de cartilage, problèmes de genoux. Et j'ai un athlète plus faible, qui juste parce qu'il avait 22 ans ne savait pas ce qu'étaient des fucking tendinites. Si je pouvais faire un slogan avec ça, parce que c'est incroyable. Et c'est vrai que je me souviens, moi aussi à 22 ans, tu pouvais faire n'importe quoi. Tu pouvais faire le pire développé couché du monde, tu pouvais recommencer le lendemain, tu pouvais recommencer le surlendemain. Tu sais, c'était un peu les trucs comme ça en centre de formation. C'était là qui ferait le max. Les fameux défis. Ouais, les fameux défis. Et c'est là où on est important. C'est là où je pense que certains ne mesurent pas la qualité du préparateur physique dans sa capacité à voir l'athlète en mouvement dans ses matchs, et l'athlète en mouvement dans ses activités de préparation physique. Tu parlais tout à l'heure de la dimension énergétique. Comment tu prépares ça en amont? Est-ce que le mieux, c'est l'intégration directe de l'énergie dans les combats de judo, ou est-ce que tu as une manière d'aborder qui te permet d'optimiser ça? Alors là, on peut parler des deux disciplines, même, puisque karaté ou judo, ça se ressemble assez à ce titre-là, parce que les temps de combat et la réitération des temps de combat dans la journée font que on a une filière aérobie très importante, notamment la puissance maximale aérobie, qui va peut-être correspondre à 60 à 70% du temps consacré à l'entraînement énergétique, parce que justement, on sait que pour pouvoir
répéter ces efforts-là dans une journée de compète, il faut une filière aérobie forte pour avoir un débit d'énergie évidemment fort aussi. Donc pour développer cet aspect-là de l'entraînement, évidemment d'abord on part d'évaluation, parce que je pars du principe que pour pouvoir individualiser la demande faite aux athlètes, même si on travaille dans un collectif, parce que voilà, pôle olympique karaté ou groupe olympique judo, on a une quinzaine d'individus environ, mais chacun a ses caractéristiques et donc elles doivent être évaluées. Donc on met en place des batteries d'évaluation. Je me prive de rien en termes d'outils. Comme je disais tout à l'heure, on a une boîte à outils et je me prive de rien. On peut très bien faire du parfaitement dissocié, donc de la course en navette pour qu'il y ait des changements de direction et une relance de ton inertie à chaque fois. On peut travailler sur des ergos, donc voilà, évidemment, on en parlait la dernière fois, mais rameur, ski erg, vélo, assaut bike, mais bon, on n'a pas encore assaut bike ici, mais bientôt. On verra. Je suis pas sûr que les athlètes font bloc, je crois, pour pas en avoir encore. L'assaut bike a sa petite réputation. Mais voilà, quel que soit l'ergo. Et après, évidemment, le fait de travailler aussi sur des circuits où tu vas intégrer des exercices spécifiques karaté avec des exercices très énergétiques comme de la corde ondulatoire, des burpees over bar, etc. On peut vraiment développer la filière aérobie de toutes ces manières-là, mais partir d'une évaluation, et là encore, la constance et la progressivité. Donc, quand on fait ce travail-là, quand on évalue sur ergo ou sur course, on évalue avec différents tests leur VMA navette et leur PMA, et à partir de là, on met en place notre programmation pour faire en sorte qu'on travaille sur des temps et sur des intensités qui soient progressivement les plus proches possibles de ce qu'on va leur demander sur les sollicitations en SP, sur le karaté en compète ou sur le judo en compète. Donc, et on va petit à petit fractionner de plus en plus les séquences pour faire en sorte que l'intensité monte aussi et commencer à alterner des phases de travail à intensité max ou quasi max et des phases de récupération qu'on va pouvoir moduler pour faire en sorte que l'athlète développe de plus en plus de résistance et de qualité de PMA là-dessus. D'accord. Tu restes combien de semaines à peu près sur un cycle et sur un outil ? Très franchement, c'est difficile de répondre parce que ça dépend de la planif. Si l'entraîneur me dit que dans 3 semaines, tel athlète a une compétition, évidemment, en 3 semaines, ça va être compliqué. On va peut-être fonctionner plutôt par des tout petits nanocycles et des petits rappels. Voilà, si j'ai vraiment le temps, en partant du principe qu'on est sur un début de saison et que j'ai un championnat de France de judo première division à préparer 12 semaines plus tard, si on a 12 semaines, on va pouvoir sans problème travailler 7 à 8 semaines sur un travail de PMA où justement on va jouer sur cette progressivité-là. Je vais d'abord partir du parfaitement dissocié parce que d'abord en partant sur de la course ou sur de l'ergo, ça va aussi me permettre de valider le fait que les athlètes auront bien suivi leur programmation estivale. Parce que voilà, quand tu fais tes petits 2 mois de préparation estivale, tu sais que tu dois alterner des moments off et des moments où tu te remets en activité parce que la saison démarre tout de suite, qu'il faut être capable d'encaisser des charges d'entraînement et que les premières compètes arrivent assez rapidement. Donc les premières séquences de la saison, elles vont me permettre de valider le fait que l'athlète a suivi son programme parce que visuellement tu vas le voir, tu vas l'équiper de cardio, tu vas voir la manière dont il réagit, tu vas voir s'il atteint les objectifs de la première séance ou des premières séances ou non. Et à ce moment-là, ça va te permettre de réorganiser s'il faut ou alors de tout de suite aller dans la qualité de ce que tu recherches, mais c'est évidemment le but. En général, avec tous ces athlètes-là, il n'y a aucun problème parce qu'ils sont tous acteurs de leur projet et ils connaissent l'objectif. C'est-à-dire que là, ils préparent les jeux, donc ils se donnent les moyens de réussir à atteindre cet objectif-là. Donc les premières séances vont plutôt être très dissociées et au fur et à mesure que ma planif va avancer, je vais commencer à alterner des séquences où je vais mettre de l'ergo ou de la course et des séquences un peu plus axées sur du cross-training. Donc tu vois, si je fais par exemple un circuit avec 5 tours de 8 x 30-30, si je travaille avec des judokas, je vais mettre 8 x 30-30 parce que 8 x 30-30 c'est 4 minutes de travail effectif, donc c'est un temps de combat de judo. Et peut-être que c'est ce premier circuit-là, j'y mettrai une séquence sur 2 de navette ou d'ergo et une séquence sur 2 de cross-training, donc de corde ondulatoire, d'échelle de rythme, de step, de burpees over bar, des choses qui vont avoir des sollicitations mixtes et musculaires et cardiovasculaires qui vont me permettre petit à petit de voir comment l'athlète réagit parce qu'on l'équipe de cardio, parce que quand on fait ce type de séance-là, on note les watts ou le nombre de navettes, on a des objectifs au départ, on voit si c'est atteint, non atteint, si c'est même dépassé, ce qui va nous permettre de réguler pour les fois d'après. C'est toujours de la régulation et c'est ce qui fait, et j'ai envie de dire que même cette régulation-là, c'est une des clés parce que quand tu régules correctement et quand tu as cette expérience-là, tu sais que les sollicitations d'après, tu vas exactement demander ce dont l'athlète a besoin pour toujours aller chercher à optimiser ses qualités physiques. Et évidemment, quand on se rapproche de plus en plus de l'échéance, on va intégrer de plus en plus de spécialités, de karaté pour les karatékas et de judo
pour les judokas, on va intégrer de plus en plus de choses spécifiques avec de la projection, des répétitions de mouvements et des motricités qui vont être de plus en plus spécifiques pour faire en sorte d'intégrer au maximum la prépa. Tu nous parlais la dernière fois de cette fameuse résistance lactique. Tu nous parlais du cas d'un des meilleurs combattants qui arrivait à... Alors ça, c'était un boxeur. En fait, c'était un boxeur sur les premières études qui avaient eu lieu à l'INSEP. Il y avait des relevés de lactatémie, donc de taux de lactate dans le sang par l'INSEP sur des rencontres, ce qu'on appelle de pays à pays. Il y avait un France-Roumanie de mémoire et un France-Cuba. Et en fait, voilà, ils se sont rendus compte que l'athlète qui avait la plus haute lactatémie était en fait celui qui avait aussi le meilleur VO2 max, donc la meilleure consommation maximale d'oxygène. Et voilà, c'est le point qu'on avait soulevé la dernière fois, c'est que justement cet athlète-là, qui en plus était le plus doué techniquement parlant et voilà, en termes de boxe de toute l'équipe de France à ce moment-là, bah, évidemment, il était à la fois doué techniquement, il avait à la fois la plus grande consommation maximale d'oxygène, donc il était capable d'être sur des très hauts niveaux aérobie, et en même temps, si on commençait à basculer sur une filière plus lactique, il avait une haute capacité de résistance parce que c'est celui qui produisait le plus de lactate et donc qui produisait le plus d'énergie dans cette filière-là. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est être capable par ce travail-là de faire en sorte que l'athlète ait le maximum de ressources, quelle que soit la filière dans laquelle il va plutôt aller, parce que la filière va dépendre aussi de l'opposition. Sur le France-Roumanie ou sur le France-Cuba, ce n'était pas le même niveau d'opposition. Les Cubains, c'est l'école de la boxe mondiale. Donc évidemment, l'intensité était plus élevée. Et donc forcément, s'il est capable de produire plus d'énergie, il va être capable de s'adapter à n'importe quelle configuration de combat. Dans un combat comme le judo, où tu es en constante relation avec l'autre et tout le temps en train de se repousser, de se pousser, d'essayer de le diriger, d'essayer de ne pas se faire diriger. Est-ce que tu vois des choses similaires en termes de lactatémie, en termes de seuil que tu dois atteindre, des seuils que tu ne dois pas dépasser ou essayer d'optimiser? D'abord sur le judo, les plus hautes lactatémies que j'ai pu voir, on était entre 19 et 20 millimoles. Enfin, c'est des taux très élevés. Je disais la dernière fois l'exemple de Marie-Josée Pérec sur son 400 mètres qui était à 24 et quelques millimoles. Okay. Quand on sait que voilà, le 400, c'est certainement l'un des efforts type lactique. Voilà, c'est l'enfer. Là, les tensions dont tu parlais font que les taux peuvent monter aussi énormément. Évidemment, il faut que l'effort se prolonge pour ça. Mais j'ai pu observer déjà chez les judokas des taux de lactatémie donc, à 19 et 20 millimoles. Donc là encore, je n'ai pas de taux limite. Je fais en sorte d'abord de développer de très hauts niveaux aérobie parce qu'on sait en plus que quand on développe sur les périodes un peu off la capacité aérobie, on va aussi améliorer cette capacité à récupérer d'efforts lactiques. Donc on va améliorer aussi le pouvoir tampon, la capacité de récup. Mais je fais en sorte que l'athlète ait un très haut niveau aérobie et par-dessus ça, s'il peut en plus produire un maximum de lactate donc, et faire monter sa lactatémie, je sais qu'il sera capable de produire énormément d'énergie par les deux filières, donc de répondre à n'importe quelle sollicitation. Parce que comme on le disait, un combat de judo, j'ai déjà vu un combat durer 3 secondes, une saisie, projection et ça jette, et hippon. Ou alors ça peut durer 1 minute 30 d'un effort avec une seule séquence unique et maximale. Ça lutte à la garde, ça se déplace, ça s'oppose, ça projette, ça enchaîne au sol et ça conclut au sol. On peut penser que la lactatémie à ce moment-là, elle est très élevée parce que 1 minute 30 ininterrompue d'opposition, en plus en début de combat, on peut présager que la lactatémie est montée très haut. Et après le combat, comme on le disait, il peut se prolonger dans un golden score. Donc là, j'ai envie de dire, tous les curseurs sont au taquet. Ta lactatémie, elle doit être bien élevée aussi. Et en même temps, évidemment, celui qui aura la meilleure aptitude aérobie va pouvoir récupérer au mieux à chaque petite phase d'interruption que l'arbitre va donner et donc être capable de relancer à chaque fois sur chaque séquence. Donc les taux de lactatémie en judo montent haut. Comparé en boxe et en karaté, ils montent plus haut parce que l'interaction entre les deux fait que de fait ça monte plus haut. Il y a une opposition et une lutte d'un point de vue musculaire qui est plus élevée. Tu traces beaucoup ce que tu fais au niveau énergétique en watts, du coup, pour leur dire, ok, là t'es mieux, là t'es moins bien, là tu me casses les pieds. C'est dommage que tu sois judoka, sinon je t'aurais mis une bonne branlée. C'est ça qui est dommage, bosser avec que les sports de combat, c'est que il faut être très, très sympa avec eux quand même. Comment tu les gardes motivés? Comment tu veux? Parce que, comme on disait, 1 minute 30 de combat, que tu le veuilles ou non, genre c'est ton combat et le mec, tu l'as pas choisi, il est en face de toi, mais tu peux pas le laisser faire. Du coup, la minute 30, quand tu montes dans ces seuils-là, tu n'as pas le choix, entre guillemets, et le curseur est au max au niveau motivation, tu veux pas perdre, tu veux gagner.
Là, quand on fait un travail physique, c'est quand même à la bonne volonté un petit peu de l'athlète, c'est aujourd'hui. Et donc, comment tu peux garder C'est pour ça l'athlète que engagé? l'évaluation, elle est super importante Ouais. pour moi. Si tu pars pas d'une évaluation, si tu pars un peu au feeling, c'est compliqué parce que tu prends le risque de passer complètement à côté. Donc si tu fais une phase d'évaluation physique, évidemment, à partir du principe où tu vois que l'athlète a engagé tout ce qu'il pouvait sur les tests, mais tu vas cibler les tests que tu trouves les plus pertinents. Donc tu vois, par exemple, dans ma batterie de tests relativement classique, je peux avoir un Luc Léger navette pour avoir la VMA navette, je peux avoir un Vameval pour avoir la VMA linéaire, je peux avoir un test Mercier sur Ergo, donc avec des paliers de 3 minutes et 3 minutes de récup pour avoir leur PMA en watts. Et après, quel que soit l'ergo que j'utilise, que ce soit le rameur, le ski erg ou le vélo, bah après, je vais faire ma programmation avec cet ergo-là pour lui. Mais quand tu lui donnes des chiffres à atteindre, voire à dépasser, ça reste des compétiteurs, ça reste des athlètes à haut niveau qui sont dans un sport de duel. Donc quand tu lui dis, bah, lui le rameur, il doit afficher 300 watts et tu dois pouvoir tenir 5 fois 3 minutes à 300 watts, c'est l'objectif que tu as sur cette séance-là. Bah voilà, il sait très bien que s'il est en dessous, il n'aura pas atteint l'objectif. S'il est au-dessus, parfait. S'il est légèrement au-dessus, c'est parfait, parce que ça veut dire qu'on est encore dans une phase de progression et qu'on va pouvoir réorganiser légèrement les séquences qui suivent pour toujours être dans cette progressivité. Mais l'idée, c'est voilà, le nombre de navettes à parcourir, la distance autour d'une piste à parcourir. Quand on fait ça sur circuit, évidemment, c'est plus difficile parce que comment quantifier de la corde ondulatoire, c'est un petit peu plus difficile. Mais là, tu as d'autres outils comme la fréquence cardiaque où ça va te permettre de voir comment l'athlète a réagi. Et quelque chose qui est important pour moi aussi, c'est compter ce que tu peux compter. C'est-à-dire que je leur demande, par exemple, de compter tout ce qui est possible de compter dans leur circuit. Et à la fin, pendant les temps de récupération, entre les séries, ben, je note le nombre d'échelles parcourues, le nombre de burpees over bar parcourus. Parce que si j'ai cette quantification-là sur un circuit en 30-30, par exemple, et que la fois d'après, je passe sur un circuit en 30-20, si l'athlète est capable de faire à peu près le même nombre de répétitions, alors que la récupération est un tiers de moins que ce qu'il avait avant, on voit qu'il y a des signes d'adaptation. Tout ce qui va m'intéresser, c'est de voir quels sont les signes d'adaptation. Si l'athlète fait au moins aussi bien, voire mieux, alors qu'il y a moins de récupération, parfait, ça veut dire qu'il y a des adaptations cardiovasculaires et que la filière aérobie se développe dans le bon sens. Donc j'essaye de quantifier tout ce qui est quantifiable. Évidemment, c'est toujours un très gros boulot parce que et les fréquences cardiaques et les ressentis en termes de perception de l'athlète sur la difficulté des séances et noter tout ce qui est quantifiable en termes de longueur de course, de distance, de watts en PMA, évidemment, c'est un gros boulot, mais ça passe par là pour qu'on puisse justement quantifier la progression qu'a eu l'athlète. Parce que derrière, quand tu fais tes petites stats et que tu lui montres l'évolution qu'il a eue sur ton bloc de 6 ou 8 ou 10 semaines de développement, ben là encore, c'est pareil. Il se sent prêt et il est prêt à monter sur le tapis. Sur justement l'intention de se dépasser, je vais remettre l'anecdote que j'avais donnée la semaine dernière. Du coup, c'était sur l'université, je ne me plante pas, le Michigan. Ouais. Mais de toute façon, je peux citer n'importe quelle université américaine, personne n'ira vérifier. C'est toujours bien de dire Michigan. L'info est vraie. Michigan, ça fait classe. Ou Caroline du Nord, ça dépend. C'est tout qui vaut. South Je Carolina. suis très Jordan, donc. North Carolina. Le mec disait, ok, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on a découvert, c'est que les plus gros facteurs motivationnels sont il faisait sauter des personnes en hauteur et il voulait faire battre le record de la personne. Et les meilleurs facteurs, c'était gagner de l'argent, battre quelqu'un que tu connaissais. Et le plus gros facteur, celui qui permettait le plus de se dépasser, c'était finalement de connaître son score et d'essayer de le dépasser soi-même. Quelque chose qui est en fait propre à soi. Et c'était le plus gros facteur d'investissement chez la personne pour se dépasser. Pour le coup, c'était vraiment se dépasser parce que tu avais juste à dépasser la hauteur où tu sautais. Ce que Raph avait signalé, c'est qu'à son avis, c'était plus sujet aux mecs pour leurs problèmes d'ego, de vouloir dépasser les autres, plutôt que les femmes qui ont peut-être la capacité à vouloir se dépasser elles-mêmes avant de dépasser les autres. Ça reste à vérifier, mais il a raison, on est quand même pas mal cons. Ça a beau être des athlètes de haut niveau et parfois des trentenaires et parfois des athlètes avec 10 ou 15 ans d'expérience, dès que tu mets un petit défi, un petit challenge, on a tous 8 ans, on a tous envie de sauter plus haut, d'aller plus vite, de chercher plus loin, de pousser plus fort. Enfin, donc c'est que ça, et je me suis rendu compte que de temps en temps, justement, l'intérêt parfois de certaines séances un peu dérivatives, un peu orientées du crossfit, parce que voilà, de temps en temps, tu peux utiliser ce type de dérivatif pour créer un peu d'émulation. C'est super intéressant.
peut-être l'une des séances avec le plus d'engagement que j'ai eu. Ça a été une séance ludique qu'on a pu faire avec les judokas avant des vacances. En fait, ils avaient une période off. Donc voilà, la dernière séance, elle était mixte. Elle était à la fois cardio et essentiellement cardio, mais il y avait des demandes musculaires. Et en fait, pour l'anecdote, c'est une séance qu'ils ont fait par binôme. Ils étaient par groupe de 2. Et en fait, j'ai fabriqué un plateau de Monopoly où, au lieu d'avoir rue de la Paix, etc., tu avais rue des 200 burpees over bar, rue des gare des 2000 mètres rameurs, etc. Et en fait, le but du jeu, c'était lancer les dés, aller sur ta case, faire l'exercice physique qui était demandé par ta case. Quand tu avais fini, tu revenais. Et le jeu durait 1 heure et le groupe qui gagnait, c'était celui qui avait fait la plus grande distance sur le plateau possible. Et tu devais aller vite. Il y avait un côté, tu gardais la prison, tu gardais tout ce que tu voulais, mais là, on a tous eu 8 ans. Moi, le premier, parce que je me suis régalé à la voir. Et voilà, ils se sont tous tirés la bourre ignoble. Et ils ont tous joué le jeu, ils se sont tous régalés. Et en fait, tu te régales sans te rendre compte que tu es en train de te faire des 2000 mètres rameurs, puis derrière des montées de cordes. Puis il y avait la prison, il fallait se libérer de la prison. Il y avait des gages, caisse des communautés, tu pouvais taper une carte gage où tu avais 6 montées de cordes à faire avant de revenir. Et voilà, sur 1 heure, on a eu l'objectif qu'on voulait atteindre, c'est-à-dire jouer, en même temps avoir une grosse contrainte physique parce que chaque case était compliquée à faire. Mais voilà, ce genre de choses-là peut être super intéressant aussi parce que évidemment, il y a la salle de musculation, la piste d'athlé, le tapis de judo. Tu peux utiliser tous les leviers possibles pour développer la condition physique. Mais cet aspect de plaisir, il est aussi important parce que même à très haut niveau, tout ce que tu fais, si tu peux le faire avec le plaisir de pratiquer, même une séance la plus rébarbative du monde, tu peux y trouver du plaisir à pratiquer, à te dépasser, à aller chercher tes meilleurs perfs. Mais de temps en temps, sur des périodes un petit peu plus off, si tu peux mettre des choses un petit peu ludiques, en gardant quand même les objectifs que tu as, ça sera intéressant. Les judokas de haut niveau font parfois des très bons crossfitters. On parlait de Kiki Vesnar et de Maxime Kondemi, que tu as eu. Alors c'est au tout début de ma carrière, quand j'ai démarré justement, j'en parlais tout à l'heure, après le BE2, quand j'ai suivi mon collègue Fred Roalen sur les structures, il a démarré en fait sur une structure de 2 clubs de judo première div, Sucy Judo et Olympique Judo Nice, qui mutualisaient leurs salles, leurs entraîneurs, leurs préparateurs physiques. Donc c'était une première à ce niveau-là en France, que 2 structures mutualisent les moyens mis à leur disposition. Et voilà, Christophe et Maxime en fait faisaient partie de l'équipe de Oginis pour Christophe et de l'équipe de Sucy Judo pour Maxime. Et alors je les ai eus au tout début de ma carrière et à la fin de la leur, puisqu'ils étaient vraiment sur la fin de leur carrière. Mais ça a été un plaisir de les voir. Et derrière, j'ai pu voir qu'ils ont fait la bascule vers le crossfit et à très haut niveau. Ouais, et pas qu'un peu. Ouais. Et voilà, parce que c'est des athlètes qui ont la capacité à se faire mal quand même physiquement et à aller chercher loin dans des seuils de résistance et qui aiment aussi le défi. Et donc je pense que dans cette discipline-là, il y a tout ce qu'il faut pour ça aussi. Donc nous, on s'en sert à titre dérivatif parce que de temps en temps, dans les séances notamment de muscu, tu peux te servir de certaines choses qu'on retrouve en crossfit parce que ça crée du défi. En règle générale, sur les séances de musculation, parce que comme je l'ai dit, ça doit être au service du judo, je mets à peu près 4 à 5 ateliers. Les 3-4 premiers vont être plutôt des exercices plutôt traditionnels sur lesquels je vais quantifier leur charge et leur rep et leur temps de récupération évidemment, et éventuellement le transfert que je demande derrière vers la discipline. Le dernier atelier, c'est souvent un atelier un peu de défi, lié un petit peu au crossfit ou à des exercices de résistance ou à des exercices de défi physique. Et ça marche bien comme ça. Ouais. Pour finir avec les deux, c'est vrai que c'est 2 belles machines, 2 personnes que j'apprécie. Et, Max est blessé en ce moment. Ça date de la semaine dernière, il s'est pété un os. Donc je ne sais plus si c'est de la main ou du pied. Bon, on lui souhaite une bonne conval. Voilà. Et puis il y a les French ce week-end, donc je pense qu'on va aller voir là-bas. Les French Rodin. Alors, tu nous parlais tout à l'heure du grip en judo. Ouais. Et on avait parlé des exercices de grip que tu mettais en place. Et tu avais un côté sadique d'ailleurs quand tu mettais en place, parce que ça pouvait être très long ces exercices de grip. Préparateur et sadique par essence. Est-ce que tu peux... un métier magnifique pour ça. Donc là, tu nous as parlé des montées de cordes. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des exercices spécifiques que tu vas faire avec les mecs ? De toute façon, le grip, ça reste quand même le premier contact avec l'adversaire. Donc si, on parlait tout à l'heure d'être fort par son maillon plus faible, si le maillon faible est le grip, ça va être très compliqué de toute façon à très haut niveau. Donc nous, on se doit d'avoir des exercices justement pour développer à la fois cette force de grip,
pour l'évaluer aussi. Donc les dynamomètres main, ça peut être un outil très intéressant pour être capable de quantifier la force de grippe. Mais après, il va falloir à la fois travailler cette force de grippe, mais aussi cette résistance. Parce que Quand tu parles de dynamomètre, c'est quelque chose que tu dois le serrer. dynamomètre, voilà, c'est un outil de mesure qui va permettre de calculer la force de préhension. Et donc voilà, c'est un outil que tu vas serrer et qui va t'afficher ta force de préhension directement sur le moniteur. Il y a des dynamomètres aussi pour le dos, je crois, qui existent. Enfin bon, il y a différents modes, mais évidemment pour nous les judokas, ce qui est intéressant, c'est le dynamomètre main. Et là encore, hein, on parlait de défi et d'avoir 8 ans et demi tout à l'heure. Quand j'amène ça dans la salle, tu peux être sûr que pendant les phases de récupération entre les séries, ils passent tous les uns après les autres pour chercher à avoir le score le plus élevé, etc. Donc c'est toujours intéressant. Et c'est pour ça justement qu'on va essayer de mettre en place des standards physiques, une sorte de Hall of Fame physique au judo, mais je pense qu'on le fera au karaté aussi, pour que justement, toutes catégories confondues, on puisse avoir justement le top 3 à chaque fois par item pour créer de l'émulation et faire en sorte qu'il y ait du challenge, parce que je me suis rendu compte que de toute façon, ils le font naturellement. Maintenant, pour en revenir au grip, de toute façon, c'est évidemment primordial pour le judoka. Et les exercices qu'on va parfois mettre en place pour travailler cette force de grippe, évidemment, il y a les montées de corde qui sont traditionnelles, là encore, chez le judoka, et c'est du coup quelque chose qu'il faut garder, parce que j'attache quand même pas mal d'importance à ce qui est un peu coutumier ou traditionnel. Tu vois, comme ça a pu être le cas du footing pour les boxeurs. C'est traditionnel chez eux, c'est coutumier. Du coup, évidemment, pourquoi l'enlever? Parce qu'ils ont tellement cette habitude-là. Avec ou sans le kawaii? Sans le kawaii, oui. Si tu demandes ça à John Dovey, le responsable du pôle box, il va te dire sans le kawaii. Mais en tout cas, voilà, ils ont cette habitude-là parce que ça les met à la fois dans leur bulle, ça les prépare à la compétition, ça les maintient au poids. Parce que comme les boxeurs sont pesés tous les jours, évidemment, il y a cette contrainte du poids qui est différente par rapport aux autres sports de combat. Parce qu'eux sont pesés à chaque jour de combat, notamment sur les jeux. Donc il faut être capable de rester au poids sur un temps prolongé, alors que pour les autres sports de combat, on est sur une pesée unique, ce qui change un petit peu la donne. Mais donc, évidemment, la montée de corde, c'est quelque chose de traditionnel, mais tu peux jouer après sur tous les leviers. Combien de montées de corde enchaînées, le maximum de montées sur un temps donné, le maximum de temps de suspension. Ouais. Même si tu as 1 mètre du sol, mais tu cherches pas à aller là-haut, mais tu cherches à tenir le plus longtemps possible. Les différentes cordes aussi, peut-être? Alors, il y a 2 types de cordes là, chez nous. Il y a la corde lisse classique, mais ils ont aussi récupéré des grosses cordes beaucoup plus épaisses qu'ils ont, je crois, qu'il y avait en Corée. Donc, je crois qu'ils se sont inspirés de ce qu'ils ont vu en Corée pour ramener 2-3 cordes comme ça, beaucoup plus épaisses. Ils ont également fixé au mur une sorte de parcours un peu, on va dire, Ninja Warriors, entre guillemets, mais qui te permet de passer par différents types de grippe et d'épaisseur de barre, en passant par des cordes. Donc là aussi, évidemment, on a commencé à tous jouer le jeu, à faire la plus grande distance possible sur le parcours. Donc voilà, les exercices de grippe un peu corde et parcours traditionnels. Auquel cas, après, on peut ajouter aussi des exercices d'agilité. Ce qui m'intéresse aussi, c'est pas uniquement cette force de grippe et cette résistance, mais de la même manière que tu peux travailler sur un farmer walk pour travailler cette résistance de grippe. Donc le farmer walk, voilà, c'est cette notion de tenir soit directement des poids, justement à bout de doigt, et de faire la plus grande distance possible, ou alors de tenir une trap bar avec des poids de chaque côté pour faire la plus grande distance possible. Ça, c'est un exercice que j'affectionne parce que justement, on voit de quel côté ça lâche en premier, voilà, quel doigt lâche en premier et à quel moment ça peut déclencher. Le type d'exercice que j'aime bien faire en farmer, par exemple, c'est à partir d'une certaine charge, je leur demande en fait de marcher pendant 4 minutes. Et à partir du moment où ils sont obligés de poser la barre, ils savent qu'à la fin, pendant la récup, ils auront un gage sur un exercice sur des pompes à faire, sur des tractions à faire, etc. Ce qui fait qu'il y a aussi un impact mental à ça, parce que leur but, c'est de lâcher le moins possible. Donc il va falloir serrer un petit peu les dents, et les mains aussi, pour lâcher le moins possible, en sachant que normalement, sur 4 minutes, ça arrive tôt ou tard. Le but, c'est de repousser ce seuil de fatigue-là. À côté de ça, il y a des exercices d'agilité qui seront intéressants. Et voilà, les exercices de flip and pinch, par exemple. Donc, quand on tient 2 poids, les poids un petit peu plus épais d'haltéro, mais poids de 5 pour les plus légers ou poids de 10 pour les catégories un petit peu plus lourdes, bah, tu peux très bien envisager avec un poids de lui faire un tour sur lui-même et de le récupérer. Même chose de l'autre côté, éventuellement de faire sauter les poids pour croiser. Et tu peux enchaîner comme ça des exercices d'agilité. Et pareil, fixer 60 répétitions et à chaque fois qu'il y a un poids qui tombe par terre, il y a un défi physique à réaliser derrière, parce que ce qui compte, c'est d'avoir le moins d'échecs et de déchets possible, parce qu'en judo, si tu poses pas la main exactement là où il faut, ou si quand tu poses, l'adversaire fait lâcher, tu dois tout refaire, tu dois recommencer ton schéma. Donc l'idée d'un judoka, c'est de poser précisément
et de poser fort et après de tenir. Donc il faut à la fois être agile pour poser là où il faut, être fort parce que dès que tu poses, il va essayer de faire lâcher en général, il va mettre 2-3 secousses pour essayer de faire lâcher. Et en plus derrière, être endurant parce que quand tu as posé tes mains, c'est là où tu vas commencer derrière à imprimer un déplacement, à créer du déséquilibre et à enchaîner tes attaques. Donc pour moi, il faut ces 3 aspects-là dans le grip. Être agile pour poser là où il faut et être précis. Il faut être fort et il faut être endurant également. D'accord. Flip hinge, combien de doigts cassés? Aucun. Aucun. Il faut faire attention aux orteils, il faut le faire en basket déjà, et il faut être vigilant parce que s'il y a un poids t'échappe, évidemment, il faut être capable de retirer l'appui assez rapidement. Mais ça développe aussi ta concentration. Donc, là encore, c'est un exercice qui peut présenter un léger risque. Après, c'est un exercice que tu fais avec des poids modérés, c'est un exercice que je fais faire à haut niveau. Certainement qu'à un niveau plus bas ou alors chez des athlètes plus jeunes, sur un pôle espoir, je ferai probablement pas ça, je ferai un exercice différent de farmer avec directement 2 disques. Un disque dans chaque main ou de montée de corde, je ferai des choses certainement moins à risque. Avec des athlètes plus expérimentés, tu peux te permettre évidemment un petit peu plus de choses. Après, c'est en empêchant les gamins de courir dans le gazon qu'au bout d'un moment, ils ne peuvent plus courir pieds nus sur de l'herbe. Faut toujours voir par rapport à un exercice la balance entre ce que ça peut te coûter et les bénéfices que tu peux en tirer. Évidemment, il faut que la balance penche en faveur des bénéfices que tu peux tirer de l'exercice, mais le zéro risque de toute façon... à part les mettre assis dans un canapé sans risque, et puis après, au bout de 10 ans, ils vont devenir sédentaires. Donc il y aura un risque quand même à long terme, mais il y aura toujours, évidemment, quel que soit l'exercice, il peut être exécuté de la bonne façon ou de la mauvaise façon. Donc il y aura toujours, évidemment, des risques qu'il faut savoir sous-peser, et il faut préciser les choses à l'athlète quand tu démarres l'exercice. Il faut lui dire qu'évidemment, avec la fatigue, il peut se passer ça ou ça, d'être vigilant, parce qu'évidemment, si ça arrive, il faut qu'il soit capable de se mettre en sécurité directement. De la même manière que sur les montées de corde, si tu enchaînes les montées, forcément ta force de grip va commencer à diminuer. Il ne faut pas que là-haut il soit pris de crampes ou quoi. Il faut qu'il soit capable de se mettre en sécurité à un moment donné pour récupérer s'il y en a besoin, pour pouvoir enchaîner l'exercice correctement et ne pas aller vers quelque chose de trop risqué. C'est sûr. Pour conclure un petit peu ce podcast d'un point de vue technique sur le judo, on a parlé du bas et du haut du corps, des tests que tu mettais en place, l'énergétique et le grip. Il y a beaucoup de rotation, il y a beaucoup d'utilisation des abdos, des lombaires. Comment tu renforces cette sangle? Comment tu l'as fait travailler propre à ce que demande le judo? D'abord, pour tous ces aspects de gainage, il y a évidemment le gainage statique, qui n'est pas inintéressant et que je fais aussi, mais j'essaye aussi de faire du travail de gainage dynamique. Donc, parce qu'on entend souvent le gainage, la planche classique pour travailler ton gainage, mais j'essaye aussi de faire en sorte d'avoir des tâches différentes sur différentes parties du corps pour que le gainage soit optimisé. Donc, si je prends l'exemple de la planche, ce que j'aime bien faire, c'est justement faire en sorte d'essayer de gagner du temps dans l'entraînement en mixant 2 tâches différentes, le gainage planche d'un côté, faire en sorte par contre d'avoir un élastique en tension avec éventuellement en manchon de kimono, et faire en sorte que pendant que tu fais ton gainage, il y a un travail de traction et d'ouverture du côté opposé. Okay. Ce qui fait que derrière, pour un seul exercice, tu as une tâche combinatoire qui te permet de faire et du grip et de l'ouverture et du gainage. Donc j'essaye de faire en sorte de trouver le maximum de sollicitations qui me permettent d'avoir une multitâche en fait sur l'exercice demandé. Okay. Donc pour le travail de gainage, il y a un exercice que j'aime beaucoup aussi parce que la chaîne postérieure elle est très sollicitée et justement l'exercice donc allongé à plat ventre du IYT où avec les mains tu vas justement pouce vers le haut, devoir dessiner un I, donc les bras devant, un Y à l'oblique et un T quand tu viens sur le côté, va faire un gros travail de fixateur d'omoplate et va permettre vraiment d'avoir un travail intéressant sur la chaîne postérieure, sur les lombaires et sur la chaîne dorsale. Ce que je peux trouver d'autre comme exercice, donc on parlait de rotation, évidemment les exercices d'oblique, alors j'essaye de les rendre les plus spécifiques possibles ces exercices d'oblique, et là encore je vais essayer de travailler sur du multitâche, donc au lieu de faire la planche latérale classique, je vais peut-être chercher à faire la planche latérale mais à avoir une jambe, la jambe supérieure sur un banc également, ce qui fait que je vais travailler à la fois mes obliques et à la fois je vais travailler les adducteurs aussi. Parce que voilà, on sait justement les judokas ont besoin d'avoir des adducteurs forts parce que parfois il y a des petits risques de début de pubalgie avec la pratique du judo, donc j'essaye de faire en sorte de renforcer et les abdos et les adducteurs pour faire en sorte de limiter ce risque-là. Et si je prends l'exemple d'un crunch tout à fait classique, je ne fais pas faire de crunch uniquement aux judokas, donc le crunch c'est les relevés de buste très classique, très tradit, mais je vais faire en sorte par exemple de prendre un medicine ball mou entre les 2 genoux
faire serrer les genoux pour que les adducteurs soient verrouillés et travailler en synergie entre les abdos et les adducteurs. Donc l'idée pour moi, c'est de trouver soit des exercices en synergie avec plusieurs zones du corps, ou alors faire un travail combinatoire pour qu'il y ait plusieurs tâches associées. Comme ça, je pense qu'on gagne du temps, on fait en sorte que l'exercice soit doublement intéressant au lieu qu'il soit seulement intéressant. Et voilà, le fait de gagner du temps, comme les séances de prépa physique ne sont pas extensibles, essayons de gagner du temps sur certains exercices pour que la tâche soit intéressante pour l'athlète et pertinente pour lui. D'accord. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Sur l'aspect du coaching, on a eu un petit échange par SMS. Et on a parlé beaucoup dans ce podcast de technique. Mais tu m'as dit finalement le coaching, la préparation physique, c'est aussi du coaching. C'est être là, c'est motiver les mecs, c'est être quelqu'un qui amène les gens, qui les corrige, qui les embarque, qui les motive. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier en fait? Pourquoi tu as choisi ce métier? Ou pourquoi tu y es toujours? Alors, ce qui me plaît le plus dans ce métier-là, c'est faire en sorte d'aider et d'accompagner un athlète qui a des objectifs élevés. C'est-à-dire que être capable d'accompagner et modestement en restant à ma place un athlète qui a pour objectif la plus belle échéance sportive au monde, les Jeux, ou évidemment les champions du monde, champions d'Europe et toutes les compétitions auxquelles il s'aligne, c'est magnifique. Moi j'ai toujours été passionné par le sport, j'ai toujours pratiqué le sport. Je pense que avoir la chance d'accompagner des athlètes de ce niveau-là dans leur quête d'excellence, c'est ce qui me passionne le plus, parce que ça va être une recherche dans les moindres détails pour être capable d'optimiser au maximum leur rendement et pour faire en sorte qu'ils aient le maximum de ressources physiques à exploiter sur le tapis. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et après, pour rebondir sur ce que tu disais, alors c'est certainement lié aussi à mon vécu parce que j'ai commencé par entraîner et je continue à entraîner des judokas. Mais je me considère justement pas comme préparateur physique. Enfin, la notion de préparateur physique, elle me semble vague. C'est-à-dire que je me considère comme entraîneur en charge de la préparation physique. Et ça, c'est un aspect qui est important parce que entraîner, d'un point de vue étymologique, c'est créer de l'entrain. J'aime créer de l'humeur et de l'entrain dans les séances parce que je pense que tu peux travailler de façon pertinente avec de l'entrain et avec de l'humeur aussi. Et faire en sorte de créer des contenus pertinents et en même temps de créer ça dans une ambiance propice à faire du bon boulot et en même temps à passer du bon temps avec les athlètes, c'est le top. Parce que évidemment, certains aiment moins le travail physique que d'autres, mais si on peut... Quand un athlète qui n'aimait pas particulièrement le travail physique me dit qu'il apprécie de venir aux séances physiques, j'ai gagné parce qu'à partir de là, il y trouve son intérêt, il a un plaisir à venir pratiquer, c'est pas rébarbatif, c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à la variété des contenus. Parce qu'à partir du moment où il y a de la variété, quand un athlète vient en prépa, moi, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il connaît sa thématique globale, il sait s'il vient en cardio, s'il vient en muscu, mais il ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, je fais en sorte de le surprendre à chaque fois, parce que là encore, la plus grande qualité pour moi d'un athlète de haut niveau, c'est la capacité d'adaptation. Donc, de temps en temps, il va prendre une séance absolument pas drôle, mais on va essayer d'y trouver du plaisir quand même, ou dans la mise en forme, on va essayer de trouver du plaisir et dans la motivation aussi. De temps en temps, il prend une séance extrêmement ludique, de temps en temps, j'essaye de varier un maximum. Mais justement, l'idée d'un entraîneur, pour moi, c'est créer de l'entrain. Et je me considère d'abord comme un entraîneur avant de me considérer comme un entraîneur qui se spécialise dans la préparation physique. Dans ta pratique, est-ce que tu mets en place des choses pour toi, pour rester apte justement à dépenser ces taux d'énergie pour coacher les autres? Qu'est-ce que tu cherches à... Ouais, alors par exemple, là, apparemment le basket est content, je crois qu'il y a... Ouais. Non, c'est l'escrime. C'est l'escrime à côté. Je crois que ça venait de là-haut. Alors en fait, oui, je mets des choses en place pour moi, mais évidemment, je considère que ça fait partie un petit peu de mon planning hebdomadaire de me libérer des plages horaires pour pouvoir m'entraîner aussi, pour moi. Après, alors c'est pareil, ça dépend des parcours de chacun, mais je ne considère pas forcément que c'est une obligation pour pouvoir entraîner, notamment sur la préparation physique. Parce que ça dépend du parcours de chacun, de la santé de chacun, de l'âge de chacun et du temps de chacun aussi, évidemment. Mais moi, par rapport à mon parcours et là où j'en suis dans ma carrière, j'essaye de me dégager du temps pour ça, pour pouvoir m'entraîner et me maintenir en forme par rapport à l'entraînement. Mais c'est plus pour... parce que derrière, ça te permet de souffler un peu aussi, de libérer un petit peu ton trop plein d'énergie
Et comme je commence à vieillir un peu pour le judo, ce que je fais un peu moins en judo, je le fais plus maintenant sur de l'activité physique. Mais voilà, je garde aussi le contact en faisant les combats avec les gens que j'entraîne dans mon petit club de judo. Donc voilà, ça me fait plaisir, ça me fait du bien et ça me permet de maintenir une certaine forme parce que pour nous aussi, hein, les saisons sont longues. Ouais. Dès que tu regardes des compétitions, je sais pas pourquoi, mais moi je prends 4 ans d'un coup à chaque fois parce que du stress, tellement d'envie que ça marche et qu'ils réussissent que tu t'impliques. Moi, j'arrive pas encore pour l'instant, après 15 ans de carrière, j'arrive pas à trouver la distance encore suffisante pour ne pas m'impliquer autant quand les athlètes combattent. Pour l'instant, j'y arrive pas. Peut-être que j'y arriverai en ayant encore plus de poils blancs et de cheveux blancs, de cheveux pour ce qui reste. Mais voilà, tu t'impliques tellement que de temps en temps, tu as aussi besoin évidemment de libérer un petit peu ce trop-plein d'énergie. J'ai ce souci 2 ans que j'ai pas touché un ballon de rugby. Et j'ai eu les sports du stade, après c'était la Fédérale Lune de Suresnes cette année. Et j'essayais au minimum de ne pas aller voir les matchs. Au maximum de ne pas aller voir les matchs. J'essayais de voir un minimum de matchs, pardon. Ouais. Parce que je suis trop joueur et j'ai la boule au ventre. J'ai la boule au ventre à la place du mec. Et t'as tellement envie qu'ils réussissent. Après, ouais, ça part d'un bon sentiment. Hein. T'as tellement envie qu'ils réussissent. C'est presque une empathie, c'est presque une téléportation de moi-même sur un terrain à leur place. C'est terrible. Je regarde les matchs et je suis anxieux pour eux alors que mais je sais pas si j'ai envie d'arrêter ça. Je sais pas si j'ai envie que ça s'arrête parce que je pars du principe que ça part aussi de quelque chose qui est louable, c'est que tu as tellement envie qu'ils réussissent que... Enfin, moi, j'entraîne des athlètes que j'aime. Tu as besoin d'aimer les athlètes que tu entraînes pour les entraîner de la meilleure manière, de leur donner tout ce que tu peux leur donner. Voilà, tu as besoin de ça pour moi. Enfin, c'est mon avis. Hein. Je pourrais pas dépersonnifier complètement l'entraînement et venir et faire l'entraînement quand l'entraînement est fini, ne pas me soucier de... Voilà, l'idée, c'est que les athlètes savent que je suis là pour eux, je suis au maximum disponible pour eux et voilà, c'est aussi ça qui fait que la relation de confiance vient, mais forcément, quand ils combattent, t'as tellement envie que ça marche. Et dans les sports comme le karaté ou le judo, comme ils sont en compète toutes les 3 semaines, tu sais que tu as 2-3 fois l'occasion dans l'année de suer 2-3 gouttes. Tu m'étonnes. Yes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter donc pour l'année à venir, c'est les JO? Voilà, ce que vous pouvez me souhaiter, c'est que justement on en parlait, c'est que ça marche pour les athlètes parce qu'à partir du moment où ça va pour eux, ça ira pour moi. Donc voilà, évidemment l'année là va être super importante. Je parlais de sprint et de course de fond tout à l'heure, on va commencer à en voir le bout petit à petit. Ça va être la course à la qualif, il va falloir chercher les derniers points pour se placer au mieux, et en judo et en karaté. Et évidemment, voilà, l'année va être marquée par la préparation des Jeux de Tokyo. Alors, c'est le summum. Évidemment, il y aura Paris 2024. Donc, les Jeux à Paris, c'est forcément quelque chose pour un Français. Mais pour un judoka et quelqu'un qui entraîne le judo et quelqu'un qui entraîne le karaté, les Jeux de Tokyo auront une symbolique certainement encore plus forte parce que c'est la nation mère de ces disciplines-là. Donc, voilà, voir le karaté aux Jeux et voir le judo à Tokyo... voilà, au sein du berceau du judo, ça va être quelque chose de fort évidemment. Et voilà, on peut simplement souhaiter que les équipes de France soient prêtes pour ça. Et parce qu'à partir du moment où elles seront prêtes pour ça, après il peut tout se passer. Mais en tout cas, ils auront les ressources pour faire face. Et évidemment, leur souhaiter la plus grande réussite possible, qui claque les plus belles des médailles. Parce qu'il faut être conscient que voilà, une médaille au jeu ou l'or au jeu, évidemment, ça change une vie. Et notamment pour des disciplines qui sont parfois... évidemment moins mise à l'honneur que des sports beaucoup plus médiatisés. Une médaille au jeu change la donne derrière, c'est certain. Il y a toujours une question bizarre à la fin. Alors, on va pas parler du plat préféré, ça c'est la question de Raph. D'ailleurs, il veut peut-être la reposer. Il pourrait la reposer. La question c'est, il y a souvent une différence entre ce que les gens ont perçu. Donc, si j'appelais, t'as des frères et sœurs? Oui. Ok, si j'appelais l'un ou l'autre et que je leur demandais quelles sont tes 2 meilleures qualités, à ton avis, ils répondraient quoi? Il faudrait que mes frères et sœurs trouvent des qualités chez moi. Il y a toujours une compétition entre frères et sœurs, hein, c'est pas dit qu'ils lâchent le morceau comme ça. Je vais dire, moi tel que je le perçois, je pense que je suis quelqu'un d'humeur égale et je pense qu'à l'entraînement, notamment en termes de préparation physique, c'est quelque chose qui est plutôt apprécié. Parce que autant chez les entraîneurs eux-mêmes, c'est important d'avoir parfois un caractère fort, de savoir rentrer dedans s'il faut rentrer dedans, être plus mesuré, etc.
Sur l'aspect préparation physique, moi j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où l'athlète a confiance en toi et que l'entraînement a du sens et qu'il comprend pourquoi, moi je préfère être plutôt quelqu'un d'humeur égale, c'est-à-dire dispo, toujours là, avec le sourire, l'envie de travailler et voilà, en fonction de l'envie de travailler de l'athlète, il sait qu'il m'aura à ses côtés et qu'on va aller chercher le plus loin possible sur chacune des séances. Donc quelqu'un d'humeur égale et en tout cas voilà, quelqu'un qui n'est pas lunatique, ça je pense que c'est une des choses qui peut me caractériser. Et après j'aurais tendance à dire ouais, quelqu'un d'honnête ou de sincère. Enfin voilà, à partir du moment où je suis dans une relation avec quelqu'un, cette relation, elle n'a pas lieu de changer. Donc je suis quelqu'un qui s'inscrit dans la durée. Je vais plutôt avoir une relation honnête avec les gens. C'est-à-dire dire ce qu'il faut dire s'il faut le dire. Et après en tout cas, voilà, à chaque fois parler sincèrement avec elle. Ok, cool. Merci pour tout. Merci pour le temps que tu as pris cette semaine, la semaine dernière. Et pas la semaine prochaine. Normalement, on ne le refait pas la semaine prochaine. Merci Mathias. Je suis ravi de vous avoir accueilli au Krebs. On en parlait la semaine dernière, mais voilà, faire en sorte que ce podcast puisse avoir lieu directement sur le tapis où les karatékas pratiquent, où ils transpirent. Ça reste le cœur de notre métier. Et c'est ce pourquoi on se lève tous les matins aussi, ce qui nous anime. Donc voilà, plutôt que de vous recevoir dans le bureau, je trouvais ça plus sympa de vous recevoir. C'est très cool. Yes, merci, à bientôt. Cool. Merci, à bientôt. Bye.